Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant des combats dans les jeux de Eric Lang et des jeux d'aventure. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission de Pelleter des nuages et forcément, je suis en compagnie de Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Ben écoute, ça va plutôt bien. Et toi? Plein d'énergie pour cette nouvelle saison qui s'amorce avec 2 super chroniques, j'en suis convaincu. Oui, je pense l'émission va être top. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette intuition. En tout cas, moi, je sais que c'est un sujet que je caresse depuis longtemps. Il y a eu 48 000 versions environ de ma chronique aujourd'hui. La dernière date d'il y a environ 1 heure. Mais je suis enthousiaste et j'ai lu la tienne et je sais qu'elle est excellente. Ouais, alors, on peut révéler un peu les coulisses. C'est vrai que toi, t'écris tes chroniques très à l'avance, donc quand le sujet de celle d'aujourd'hui, tu l'avais annoncé. Comme je suis une personne hyper consciencieuse et hyper professionnelle, bah cet été, j'ai révisé pour ta chronique. Tu l'as vu, hein, quand même. T'as vu que j'avais été sérieuse. Et pour la mienne, j'ai eu, sur ma première version, tu m'as envoyé un message horrible en me disant que c'était de la merde. Non, tu l'as pas dit comme ça, mais... Et j'ai tout réécrit aussi. Mais en fait, non, c'est là qu'on met en application un des principes de game design de Mark Rosewater, qui est à la tête de Magic. C'est, t'as pas besoin de tout changer pour tout changer. Dans ta chronique, t'as changé un petit peu quelque chose et ça l'a tout transformé. Et c'est passé d'une chronique qui était correcte à une chronique vraiment excellente, je crois. Ah, voilà. Donc, là, on vient quand même de promettre aux auditeuristes une super émission. Nous ne pouvons que les décevoir maintenant, mais ouais. c'est parfait. Bon, on rappelle rapidement, Pelleter des nuages. Pelleter des nuages, on prend le jeu de société et on le traite comme si c'était un objet digne d'études universitaires. On se voit au premier, voire au 2e cycle de nos études universitaires et on analyse le jeu de société comme si c'était de la littérature ou la sociologie. Voilà. Donc, en tout cas, on essaye, on va dire. Oui, nous avons des prétentions. Oui, mais on essaie d'être nous ne sommes humble. pas très sérieux. Non, pas complètement. Donc, écoute, forcément, on va commencer par la tienne, parce qu'on verra que dans la mienne, je parle aussi. Enfin, ça va recouper un peu avec ton sujet, parce que à chaque fois, on arrive à avoir des résonances dans nos chroniques. Et ça, je trouve ça assez cool. Oui, c'est cool. Ouais, et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Quelques secondes. Ça fait 2 fois que tu emploies forcément. Et la première, c'était pour dire qu'on était dans un pelleté des nuages et que j'étais forcément avec Christian Lemay. Mais tu sais quoi? Je vous annonce que si jamais, et je te l'annonce à toi et à tout le monde, si jamais tu voulais faire un pelleté des nuages avec d'autres personnes, moi, je serais curieux d'entendre... d'autres chroniqueurs venir s'épancher sur des sujets aussi inutiles que les miens. Non, jamais. Jamais, je ne sais. Mais je serais curieux. Ce serait plus reposant pour moi aussi, qui accélère ma calvitie en faisant 48 000 versions de la même chronique. Mais bon, je me lance, tiens. Allez. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je caresse depuis des années, et c'est pas une figure de style, vraiment, ça fait des années que je veux étudier la production ludique d'un auteur, notamment celle d'Eric Lang, parce qu'il y a des éléments qui sont récurrents, il y a une patte. Alors, je me lance. Vas-y. Donc, je disais, je me répétais, il y a bien longtemps que je souhaite analyser la production d'un auteur, repérer ses tics créatifs et identifier ce qui constitue sa signature ludique. Toutefois, comme cela m'amènerait à produire un long mémoire de maîtrise, plus d'une centaine de pages, je m'en suis toujours abstenu. Et c'est en jouant à plusieurs jeux d'Eric Lang que l'idée m'est venue non pas de décortiquer l'ensemble d'une œuvre, mais plutôt un seul élément récurrent de celle-ci. Alors, commençons avec l'auteur. D'origine montréalaise, Eric Lang s'est fait connaître comme auteur de jeux à licence, Cthulhu, Star Wars, Marvel, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, et j'en passe. Il a touché à de nombreux genres, les jeux de cartes à collectionner, comme Warhammer Invasion, que j'aime beaucoup, des jeux de plateau classiques, Arcadia Quest, jeux de figurines, A Song of Ice and Fire, des jeux de dés, comme Dice Masters, des jeux d'ambiance comme Secrets, chez Repoprod, et des jeux familiaux comme Life in Reterra, chez Hasbro, si je ne me trompe. Ces jeux comportent très souvent des combats, et plusieurs de ceux-ci, notamment ceux de Star Wars, The Card Game, Blood Rage et Le Parrain,
comporte un mécanisme de choix simultané lors de la résolution des combats. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'une fois identifiées les forces en présence dans un combat, les belligérants, les belligérantes choisissent un modificateur secret qui transformera l'issue du combat. Cette étude aujourd'hui portera sur 3 jeux connus sous le nom officieux de la trilogie des dieux. Il m'est apparu que ces 3 titres formaient un tout, un cycle complet, à la fois suffisamment cohérent et varié pour être fouillé. Et surtout, si le cinéma a produit d'innombrables trilogies, elles demeurent bien trop rares dans le jeu de société. Tiens, un nouveau sujet de chronique. Donc, quels sont ces jeux à l'étude? La trilogie des dieux tire son nom du fait que chacun des jeux qui la composent fait appel à une mythologie distincte, viking, japonaise et égyptienne. Publié chez Cool Mini or Not, Simon, Common, ou on ne sait plus comment le prononcer, où on est en train de faire faillite. Oh mon Dieu! Je pensais exactement à ça. Entre 2015 et 2021, avec 3 ans d'écart entre chacun, donc, comme la Sainte Trilogie. Donc la Sainte Trilogie, c'est Star Wars, hein, pour les plus jeunes. Bien sûr, bien sûr. Le triptyque que forment Blood Rage, Rising Sun et Hank appartient à la catégorie des jeux Dudes on a Map ou Troops on a Map, que je traduirais par Troupes en guerre. Donc des jeux où chaque joueuse contrôle une armée composée d'unités qu'elle déploie et déplace sur une carte divisée en régions. Le but étant d'attaquer les unités adverses et de conquérir des territoires. Vous connaissez tous Risk, conçu par le Français Albert Lamoris, et d'abord paru sous le titre de la conquête du monde vers la fin des années 1950. Dans ce type de jeu, mieux vaut ne pas trop s'attacher à ces petites unités car elles vont mourir souvent. Donc dans Blood Rage, les joueurs incarnent un chef de clan viking à l'approche du Ragnarok, l'équivalent de la fin du monde. Et pour gagner, il faut accumuler le plus de gloire possible par la bataille surtout, et l'accomplissement de quêtes, et même par la mort, parce que la mort peut nous rapporter de la gloire. Dans Rising Sun, les joueurs jouent chacun le rôle d'un shogun dans un Japon féodal fantastique. Les points de victoire s'accumulent par la bataille, mais également par la réalisation de certaines actions, des occasions que vous offre le jeu. Dans Hank, finalement, les joueuses incarnent des dieux égyptiennes, des déesses égyptiennes, cherchant à accumuler plus de dévotion que les autres afin de survivre au passage du polythéisme au monothéisme. Et donc, cette dévotion s'acquiert principalement par le contrôle de lieux de culte, donc une forme de jeu de majorité, et un peu par la guerre. Bien qu'ils présentent des différences que je soulignerai dans cette analyse, ces 3 jeux se ressemblent et s'adressent un peu au même public. Hein? Ce sont 3 nuances de rouge sanglant. J'ai jamais lu le livre en passant des 50 nuances. Je sais pas, toi tu l'as déjà lu? À ton avis? Probablement pas. Probablement pas. Mais hier, j'ai terminé la lecture de mon premier Danielle Steele. Mais ça... Ce sera probablement mon dernier, mais j'avais une grande curiosité littéraire. Non, mais ça, c'est pour moi, je ne sais pas. Quand tu m'as annoncé que tu lisais du Danielle Steele, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Moi, j'ai lu. Attends, je lis du Danielle Steele. Je lis un Danielle Steele pour savoir ce que c'est et avoir le droit d'être méprisant en connaissance de cause. Tu as le droit de dire, t'as le droit d'être fan de la littérature. Mais c'est à l'eau de rose, c'est comme Harlequin ou? Très, très, oui. J'ai lu un Harlequin dans ma vie, c'est très similaire. Moi, j'ai lu un Barbara Cartland, je sais pas si ça compte. C'est pareil. Je t'avais fait un résumé du pitch de base et je sais pas si c'est à peu près la même chose ou pas. Je connais pas, mais ça doit être pareil. Ouais, ça se ressemble, voilà. Ça se ressemble. Revenons donc au jeu de société. Je pense que, tu vois là, ton statut d'ex-prof de littérature vient d'en prendre un énorme coup. Peut-être que je vais peut-être te remplacer finalement parce que... Ah non, mais c'est quelque chose qu'on étudie maintenant, heureusement, parce que la littérature populaire, c'est un objet d'étude aussi légitime. Maintenant, je veux que tu lises un livre un SAS, comme je t'ai envoyé la couve. Ah oui. Peut-être, oui. Revenons donc à Eric Lang et au jeu de la trilogie des dieux. Donc, dans ces jeux-là, les combats constituent des moments forts des parties, riches en émotions, leur issue et les conséquences s'avèrent imprévisibles, contrairement à d'autres jeux où il y a des combats comme les échecs ou le Civilisation de Francis Tresham ou plus récemment Impérial 2030 de McGurts.
Dans les 3 jeux que je viens de nommer, on connaît très précisément le résultat d'un combat avant même de l'engager. Chez Eric Lang, même si vos troupes surpassent largement celles de votre adversaire, celui-ci peut décimer votre armée grâce à ses modificateurs de combat, cet élément que tous choisissent secrètement puis révèlent simultanément. Ceux-ci, les modificateurs de combat, constituent par conséquent une grande partie du sel du jeu. Ils génèrent énormément d'incertitudes et des montagnes russes émotives. Et nous savons, parce qu'on avait écouté mes anciennes chroniques, que l'incertitude, c'est un élément important dans un jeu. Il y a presque toujours quelque chose à tirer d'un combat dans un jeu de Lang. Et c'est là tout le génie de cet auteur, je crois. Ouais. L'issue... Oui, je t'écoute. Oui, non, mais je suis bien d'accord, c'est surtout ça qui est pour moi incroyable. Ouais. On en reparlera après, mais oui, c'est ça qui est très fort. L'issue des batailles n'est pas binaire. À risque, si tu perds une bataille, tu t'éloignes des conditions de victoire, qui est de posséder le plus de territoires ou tous les territoires, mais en plus, on t'enlève des moyens de réussir, car en ayant moins de territoires, tu vas générer moins de troupes. Winner takes all, diraient les Chinois. Alors que dans Rising Sun, par exemple, vous pouvez très bien remporter une bataille, mais en retirer moins dans l'économie globale de la partie qu'un autre joueur qui aura perdu la dite bataille. Donc, ces dernières sont multidimensionnelles et tout ça passe, encore une fois, par les effets des modificateurs de combat. Interrogé au sujet de l'utilisation de ce mécanisme, l'auteur m'a confié que oui, il savait ce qu'il faisait, c'était intentionnel de mettre des choix simultanés dans presque tous ses jeux. Il veut du chaos. Il n'aime pas quand on peut tout calculer, parce que si le jeu offre cette possibilité, lui, il se sent comme joueur obligé de le faire. Mais il veut nous forcer, il veut forcer les joueuses à jouer intuitivement, plutôt que de tout calculer. Entrons donc maintenant dans le vif du sujet et examinons un peu ces modificateurs de combat. Donc, tout d'abord, leur nature. Blood Rage et Hank fonctionnent selon la recette éprouvée de la carte de combat qu'on joue face cachée et qu'on a souvent vu, notamment dans Dungeon Twister, qui date de 2004 déjà, et dans A Game of Thrones, ou le jeu de plateau, le trône de fer de Board Game. Excusez-moi, j'ai comme les deux. C'est très québécois, hein, à mélanger le français et l'anglais. Donc, dans Game of Thrones aussi, il y avait ça. Ces cartes modifient le combat de 2 manières. 1, elles augmentent la puissance de votre armée. Et 2, elles produisent un effet instantané. Par exemple, l'obtention de points de victoire supplémentaires en cas de victoire militaire, la destruction d'une troupe adverse, la construction d'un monument, etc. Rising Sun, lui, emprunte un chemin moins fréquenté que je me souviens seulement avoir vu dans Cry Havoc, paru chez Portal Games en 2016. On exécute dans le combat simultanément 4 enchères cachées pour obtenir autant de privilèges et on mise pour ça secrètement des pièces de monnaie. Donc, il y a d'abord le seppuku. Celle qui aura misé le plus de pièces peut sacrifier toutes ses figurines en échange d'un point de victoire chacune. Ensuite, la prise d'otage qui permet de prendre une figurine à un adversaire et un point de victoire au passage. Troisième enchère, l'enrôlement des ronins qui permet au gagnant d'ajouter ses pions ronins à sa force militaire. Et enfin, le dernier bonus, celui des poètes impériaux qui procure un point de victoire par figurine tuée dans le combat. Là où Blood Rage et Hank posent un dilemme plutôt binaire, mon adversaire va-t-il tenter de gagner ou perdre cette bataille? Rising Sun nous place devant un choix bien plus complexe aux multiples possibilités. On se demande plutôt quels éléments dois-je absolument obtenir et lesquels puis-je concéder? Si une carte de combat dans Blood Rage indique plus 4 à votre force, elle ajoute 4 à votre force. Il n'y a pas grand mystère. C'est plus fort qu'un plus 3 et c'est moins fort qu'un plus 5. Merci beaucoup. La question reste simple. Non, mais... Merci. Des fois, il faut se dire des évidences avant d'aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai. Et la question reste simple, donc, dois-je jouer ma carte ou pas? Est-ce que j'ai besoin de jouer ma carte pour remporter ce combat? Posséder 6 pièces à dépenser à Rising Sun vaut mieux que 4. Il n'y a pas de doute. Tu vois, une autre évidence. Mais il s'avère possible, en lisant bien les intentions de l'adversaire ou simplement en étant chanceux, que 4 pièces rapportent plus. Et donc, l'impact et la valeur de ces pièces se mesurent beaucoup plus difficilement, demeurent plus abstraits. Là, je fais un petit aparté. Je vous ai annoncé en introduction une analyse d'un élément récurrent de l'œuvre d'Eric Lang, et je l'ai faite. Sauf qu'à la relecture, ça m'a paru une longue énumération purement descriptive et assez chiante. Je disais trop d'évidences, je disais trop de choses qui étaient... Non, mais j'étais purement descriptif.
Alors, j'ai entièrement réécrit cette chronique à partir d'ici, mais peut-être que j'ai songé mettre les observations en annexe sur ton site, Le Point de Paul Gara. OK. Et vous pourrez aller lire ça. Mais je vais utiliser quand même les données que j'ai collectées pour illustrer comment différents contextes mathématiques et économiques génèrent différentes émotions. Disposer de 3 jeux ayant beaucoup en commun, parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, dit-on au Québec, me permettra de comprendre certains principes. La première observation que j'ai faite, c'est que l'économie encadrant les modificateurs de combat, donc cet élément là, qu'on joue face cachée, va avoir un impact sur les niveaux d'intensité de votre émotion. Plus un modificateur est rare, plus l'émotion au moment de le jouer sera élevée. 3 critères qualifient la rareté d'un modificateur de combat. 1, son coût. 2, son réemploi. Et 3, son unicité. Donc, dans Hank, chacun reçoit d'emblée les mêmes cartes de combat. Vous n'avez pas besoin de travailler pour les obtenir. De plus, elles ne sont pas définitivement perdues après usage. Elles vont dans une défausse personnelle après le combat et vous pourrez les récupérer. Grâce à une autre carte, en fait. Grâce à une autre carte. Donc, c'est pas très difficile de récupérer les cartes qu'on a déjà jouées. C'est un peu comme dans Concordia. Oui, comme dans Concordia, comme dans Century, la route des épices. Comme tous disposent du même ensemble de cartes, elles n'ont pas ce petit quelque chose de spécial non plus. Vous n'avez pas la satisfaction d'être le seul autour de la table à pouvoir jouer ce coup. Donc, dans Hank, on a le modificateur de combat qui est le plus bas dans l'échelle de rareté. Parce que son coût est nul, son réemploi est plutôt facile et accessible, et il n'y a rien d'unique. Au contraire, dans Blood Rage, il faut drafter les cartes de combat. Elles ont un coût d'opportunité. C'est-à-dire que pour prendre cette carte de combat qui rajoute 5 à ta puissance, ça signifie ne pas prendre une autre carte, par exemple une quête, qui aurait pu te rapporter 8 points de victoire. Ensuite, vous ne pouvez récupérer vos cartes de combat que si vous perdez le combat. Et généralement, on les joue pour gagner le combat. Ouais. Et enfin, les cartes de combat d'un âge, elles sont presque toutes différentes. Alors, dans Blood Rage, notre modificateur de combat, il est beaucoup plus élevé dans l'échelle de rareté. Et force est d'avouer que l'intensité de l'émotion, au moment de le jouer, notre modificateur de combat, il est plus élevé, je trouve. Je me sens plus sur le bout de ma chaise que dans un Hank. Ces conditions mathématiques font en sorte que ça pince moins de jouer ces cartes de combat dans Hank que dans Blood Rage. Mais c'est dans Rising Sun que le degré de rareté du modificateur de combat atteint des sommets. Les pièces de monnaie que vous utilisez pour les enchères, les 4 enchères, je vous rappelle, ont un coût très élevé, car il faut mettre en place des conditions assez complexes pour les récolter. Elles ont également un coût d'opportunité, elles servent à payer 1001 petits autres trucs dans le jeu. Et enfin, ces pièces dépensées en combat sont non seulement toujours perdues, que vous remportiez la bataille ou non, mais les perdants se partagent la mise du gagnant. Bref, en dépensant pour gagner, vous financez la revanche de vos adversaires. Et par conséquent, vous payez chaque centime dans Rising Sun avec votre sang. Ça fait mal de dépenser chaque sou dans ce jeu-là. Et je pense que c'est notamment parce que notre modificateur de combat, il est très, très haut. Il est extrêmement fort sur l'échelle de rareté. Deuxième observation. Plus le pourcentage de la puissance totale de mon armée provient du modificateur de combat, plus l'issue en est incertaine et donc plus l'émotion est intense au moment de déclencher le dit combat. Mais ça, c'est jusqu'à un certain seuil seulement. Dans Blood Rage et Rising Sun, le modificateur de combat peut compter pour un bon 50% de votre puissance. Par exemple, vos troupes sur le plateau ont une force de 4 et vous jouez une carte ajoutant 4 à votre puissance. Donc, la moitié de votre puissance vient de la carte que vous venez de jouer. Dans Hank, on observe une réduction notable de l'impact du modificateur de combat. Seulement 3 des 7 cartes de votre main affectent votre puissance. Il y en a 4 qui n'y changent absolument rien. Et 2 de ces 3 cartes accordent un maigre +1 à votre force et la dernière ajoute +3 sur des batailles où il n'est pas rare de voir des forces de base, c'est-à-dire des figurines que vous avez sur le plateau, de 4 ou 5. Bref, ça limite l'impact à quelque chose comme 20 ou 30%, voire j'avais calculé une moyenne même en dessous des 20%. Par conséquent, nous avons une meilleure prévisibilité et on a moins l'impression de sauter dans le vide quand un combat se déclenche dans Hank. Et ces pourcentages, le calcul de ces derniers m'a rappelé des parties de la toute première édition du jeu A Game of Thrones qui est paru en 2003 chez Fantasy Flight Games. La faiblesse relative des armées en regard des modificateurs de combat, parce que exactement le même mécanisme, ça m'avait beaucoup marqué.
En effet, la puissance de la carte jouée dépasse régulièrement celle des troupes. Ça compte pour plus que 50% de votre puissance totale. Et ça l'a créé pour moi une cassure. En effet, le jeu me demandait des efforts considérables de planification afin de recruter et de déplacer mes troupes efficacement. Mais toutes ces intenses réflexions et ces calculs stratégiques ne comptent que pour une petite partie du résultat. L'enjeu et le jeu ne se situent pas au même endroit, ce qui m'amène à me désengager. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais pendant 88% du jeu, et qui occupe 88% de la règle, sera détruit par le 12% restant. Et mathématiquement, je pense qu'on a trop étiré l'élastique et que là, à vouloir justement créer une montagne russe, parce que la carte de combat peut tout changer, là, ça change trop. Je me lance dans une forme d'interprétation. J'ai quasiment l'air d'un guide d'achat de fin d'année. De toute façon, tu le sais que je veux devenir influenceur. Alors, je me dis, à qui ça s'adresse, ces émotions-là? En fait, à qui ça va plaire? Hein? Parce que ces trois jeux, ils sont plutôt similaires, sauf que Blood Rage m'apparaît comme le jeu qui va plus plaire à ceux qui désirent une bonne rigolade provoquée par une baston à l'ancienne, hein? Pas trop casse-tête. Le genre de plaisir coupable, presque adolescent. Vous vous amusez sur le champ de bataille. Moi, je vous le dis, c'est mon préféré des trois. Rising Sun s'adresse aux esthètes, aux gens plus raffinés, aux spéculateurs, à ceux qui aiment que les mathématiques soient tellement vastes et complexes qu'on ne peut presque plus rien calculer et qu'on se voit forcé d'y aller à l'intuition en artiste. Un exemple très concret, mais mathématique de tout ça, il n'y a pas moins de 29 façons différentes de répartir vos pièces si vous en possédez seulement 3. 3, pourtant, c'est un bien maigre pécule. Et j'avais juste la flemme de calculer les possibilités avec 4, 5 ou 6 pièces. Donc, ça vous dit, tu peux pas faire 29, tu peux pas faire 64 permutations dans ta tête au moment de calculer. Il faut y aller à l'intuition. Et Ankh, lui, me semble le jeu qui plaira le plus à ceux qui aiment prévoir, qui aiment anticiper, qui apprécient un plus grand contrôle. D'autant plus que dans ce jeu, vous marquez vos points de victoire qui sont associés aux majorités avant les combats. Et donc, avant d'avoir la possibilité de tout perdre. Alors que dans Blood Rage, si tu perds le combat, tu perds tout. Merci, bonsoir. Vous avez une sécurité que vous ne trouvez pas dans les deux autres jeux. Donc, en entrevue, Eric Lang m'a confié avoir travaillé depuis une perspective de plus en plus haute au cours de la trilogie. Dans le premier jeu, Blood Rage, on est un chef guerrier qui combat avec ses troupes sur le champ de bataille, directement. Dans Rising Sun, le deuxième, on est un politicien à l'abri dans son palais. Et enfin, dans le dernier jeu, on est un dieu, on est dans le ciel, on a une vision depuis là-haut. Et effectivement, Ankh, puisque votre point de vue est le plus éloigné des choses, les choses semblent se déplacer plus lentement. Un peu comme quand on regarde un avion dans le ciel qui semble se déplacer à pas de tortue alors qu'il file à 600 km/h. Ankh, c'est le jeu où on est le plus loin et c'est le jeu où on a le plus de prévisibilité parce qu'on voit les choses se déplacer lentement. Conclusion, je voulais analyser la production d'un auteur, mais je n'avais pas choisi moi-même la bonne échelle. Sauf qu'en chemin, je me suis rendu compte que c'était justement l'occasion parfaite pour mesurer comment les mathématiques, c'est comme ma nouvelle obsession, créaient ou influençaient les émotions ressenties dans le jeu. Et là, les mathématiques, ça se résume pas seulement à cette tuile coûte 2 pierres, 1 bois et rapporte 5 points. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est pas seulement cette carte, elle me donne 5 points d'attaque ou 6. C'est toute l'économie avec ces notions d'offre, de demande. Il y a des mathématiques où il y a une offre et une demande, même s'il n'y a pas de valeur monétaire dans un jeu. Et c'est aussi la qualité de l'information disponible, la part de hasard, la part d'incertitude, la possibilité de rejouer ou pas un modificateur de combat, c'est des mathématiques. C'est même les probabilités, non? Il y a des probabilités, oui. Donc, il y a des questions mathématiques jusque dans le plateau d'un jeu Cranium et de Mario Party. Combien de cases compte celui-ci? Combien de coups faudra-t-il jouer avant de terminer la partie? C'est encore des maths. Et je parle de Mario Party parce que c'est Manu, qui est mon bon ami aujourd'hui à la tête du Scorpion masqué, qui me disait que dans une des dernières versions de Mario Party, le plateau de jeu brisait l'expérience. Les mini-jeux étaient géniaux, sauf que la façon de se déplacer, puis de gagner, puis de terminer la partie, ça venait qu'au final, on se faisait chier. Et ça, c'était juste une erreur dans le calcul du nombre de cases qui avait été mis et la façon de se déplacer. Donc, bien sûr, il faut une part indéniable de sensibilité et d'empathie pour faire un bon jeu. Il faut voir quand les joueuses sont engagées et surtout, il faut voir quand elles ne le sont pas. Mais il n'en reste pas moins que le développement du jeu, c'est de trouver des solutions mathématiques à ces problèmes émotionnels. Savoir doser la frustration des joueurs, marquer un manque, une envie, la surprise, voire l'humour. Et je pense que je pourrais faire une chronique sur l'humour dans le jeu.
récompenser suffisamment, sans excès, au bon rythme et grâce aux bonnes quantités, au bon coût, au bon type d'information. Et tout ça, je trouve ça fascinant. Ok, bon, merci beaucoup. Il y a énormément de choses à dire sur ta chronique qui a été effectivement un tout petit peu remaniée par rapport à la dernière lecture que j'avais, mais c'est quand même toutes les idées de base, elles sont toujours là. Hein. Déjà, on va signaler qu'il y a une excellente interview d'Eric Lang qui est disponible dans ce podcast, quand même. Oui. Voilà. Où excellent. Je pense qu'il évoque quelque chose qu'il aime dans son travail, puisqu'il parle notamment d'un des jeux qui l'ont marqué, c'était Stratego, et l'information cachée, en fait. C'est quelque chose qui est très important pour lui, et c'est ce que t'expliques aussi avec tous ces fonctionnements de modificateurs de combat. C'est ça, en fait. C'est la partie de l'information que tu n'as pas avant de faire de faire tes choix, en réalité. C'est la surprise au moment du combat et qui est dans Stratego, effectivement. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui est ultra important. Et aussi, ça rejoint ce que t'expliques et que lui expliquait en interview, c'est que ce qu'on appellerait des jeux très calculatoires, je sais pas si c'est le bon terme, mais où effectivement, tu pourrais, si tu prends le temps, calculer toutes les possibilités et donc faire le véritable meilleur choix possible. Lui, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Comme tu l'as dit, lui, il veut forcer à jouer intuitivement et parce que je pense que dans son esprit, il veut que les joueuses se réapproprient toujours l'agentivité, c'est-à-dire l'impression qu'elles font vraiment le choix, enfin qu'il y a un véritable choix qui est fait et que c'est pas juste le meilleur choix possible. C'est le meilleur choix qui leur semble possible. Et en fait, là, je trouve que la nuance, elle est hyper importante. Enfin, je sais pas si tu la vois. Et ça, je trouve que c'est un truc. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont ce que parfois on appelle les mini-euros, qui reposent un peu là-dessus sur le fait qu'on pourrait tout calculer et finalement avoir des choix ultra rationnels, même si, comme tu l'expliques, il y a des mathématiques et tout. En fait, je suis pas persuadée qu'on ait envie de faire que des choix hyper rationnels quand on joue. Je suis pas sûre que ça comble nos attentes complètement. Et je pense qu'il faut laisser une part à ce qui nous semble être rationnel sans qu'on ait pu le vérifier. Mais juste parce qu'on l'a, effectivement, c'est une sorte d'intuition. C'est vraiment, on est dans le domaine de l'intuition. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer intuitivement que à faire trop de calculs, en fait. Oui. Ça, en fait, aussi parce que faire beaucoup de calculs et faire vraiment la meilleure optimisation possible, pour moi, c'est mon travail. Donc, en fait, j'ai pas envie de faire... Non, mais c'est bête, mais j'ai pas envie de faire ça. J'adoptais aussi le point de vue quand même du joueur qui est là pour qui est là pour gagner. Pas que pour gagner, parce que l'important, c'est d'avoir de l'expérience sociale, c'est ça. Maintenant, souvent, une façon... on s'attend à ce que les gens essaient de gagner autour de la table. Sinon, ça pourrait briser l'expérience. Bien sûr. Mais alors, d'abord, en fait, je pense que c'est un équilibre entre l'envie de gagner, le plaisir de la table. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, le plaisir de jouer, c'est un équilibre entre toutes ces attentes. Oui. Et en plus, je me souviens, je pense que c'était Bruno Catala qui m'avait dit que si on observait bien, en réalité, dans 90% des cas, notre première intuition, elle est la bonne. Tu vois ? OK. Et qu'en fait, si on et souvent, et c'est pour ça que, enfin, moi, je déteste les gens qui jouent sur chaque coup leur vie. Et c'est vraiment, j'ai pas du tout envie en plus, comme je suis pas patiente, hein, enfin, en plus, c'est pas du tout le genre de personne avec qui il faut que je joue parce que moi, je me désengage très vite de la partie. Mais en plus, moi, je suis persuadée que dans beaucoup de cas, si t'as bien compris les règles, hein, évidemment pas si on a omis de t'expliquer quelques petits points. Je pense que intuitivement, en fait, notre cerveau, il arrive à avoir une vision très globale. Il serait peut-être pas capable de te faire la démonstration mathématique de tout, mais je pense que souvent, notre intuition, elle est pas trop loin de la réalité et on se plante pas de beaucoup, quoi. Et voilà, donc. J'ai lu un livre là-dessus par Malcolm Gladwell, qui est surtout connu pour avoir écrit le livre Le point de bascule de Tipping Point. Okay. Mais qui parle beaucoup de cette notion d'intuition. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus si vous aimez la notion. Et l'intuition, elle n'est pas que irrationnelle. Hein. C'est juste, je pense que c'est vraiment quelque chose que notre cerveau fait. Mais en fait, il fait une analyse très comme un scan ultra rapide.
et pas un scan ultra détaillé de chaque élément. Tu vois, je dis pas que c'est un truc un peu mystique. Hein. C'est subconscient. C'est pas de l'inconscient, mais c'est pas du conscient direct. Ouais, non, mais c'est pas un truc mystique. Non. Pas du tout. Hein, c'est pas du tout ce que je prétends. Si on reparle plus des jeux, bah effectivement, comme je le disais, j'ai profité de cet été pour rejouer aux 3 jeux. Ben je te salue, je t'en remercie parce que. Mais vas-y, continue. Vraiment, je salue la chose. Parce que ça me paraissait hyper important de le faire pour pouvoir aussi bien comprendre de quoi tu parlais, parce que j'ai beau avoir une bonne mémoire, pas non plus exagérée, je me rappelle pas de tous les détails, et aussi parce que en fait, ce qui est très marrant, c'est que je le dis vraiment franchement, j'avais un très mauvais souvenir de Blood Rage, j'avais un souvenir très difficile de Rising Sun, et j'avais un très bon souvenir de Hank. C'est marrant, hein. Mm-hmm. Et alors, bien sûr, je suis obligée. Toi, t'as dit que t'aimais plus Blood Rage. Maintenant, je vais vous donner le résultat des courses. J'ai adoré Blood Rage quand j'y ai rejoué, mais vraiment, voilà. Donc j'ai compris que j'étais comme un peu une ado, c'est ça, qui aime les combats bourrins sur le champ de bataille. J'ai compris que je ne suis pas cette personne raffinée, subtile qui est au fond de son palais. Je suis comme toi, je suis une ado qui va à fond la caisse. En vrai, ça me correspond très bien, donc j'accepte et tout. Rising Sun, l'expérience est exactement la même que celle que j'avais eue précédemment. Je trouve que le jeu est extraordinaire. Simplement, c'est un jeu qui est très difficile pour quelqu'un comme moi parce que il repose sur beaucoup de compétences sociales avec lesquelles je ne suis pas complètement à l'aise dans le jeu parce que je suis quelqu'un pour qui il y a la perméabilité entre la vraie vie et le moment du jeu est très très forte. Et donc j'ai beaucoup le cercle magique est mince pour toi. Voilà, moi j'ai pas voilà, et donc je peux vivre très mal en fait toutes les phases préalables en fait autour, c'est-à-dire la phase de cérémonie du thé où on fait négocier en fait s'allier, et en fait et pourtant je pense que c'est fou parce que dans la vraie vie je saurais mieux le faire, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est comme si je n'y arrivais pas en fait. Bon voilà, mais après je trouve le jeu d'une subtilité folle pour tout ce que tu as expliqué, et Hank m'a beaucoup. Ah, c'est brillant. Voilà, Hank m'a plus déplu sur ma dernière partie, probablement parce que j'ai fini dans les 2 dernières et que donc on a fusionné. T'as fusionné. On a remonté mais pas suffisamment voilà. Donc ça c'était un peu pour dire l'expérience globale, et de fait ça m'a je comprends aussi, ça m'a permis de mieux comprendre toi toutes ces explications sur les modificateurs de combat. J'en profite pour conseiller à tout le monde, si vous aimez Rising Sun, d'aller regarder le film Ran de Akira Kurosawa, parce que pour moi, quand j'ai rejoué au jeu, j'ai revu le film il y a pas très longtemps, donc pour moi c'était vraiment exactement la même expérience. Et je suis d'accord complètement avec toi sur le fait que c'est pas qu'il faut pas que le modificateur de combat joue tout, mais forcément, effectivement, en termes d'émotion, puisque c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle, c'est ça qui permet d'avoir les émotions les plus fortes et qui crée le moment un peu épique de ton combat ou pas. En fait, quand tu révèles ta carte, en réalité, c'est vraiment ça qui va faire le petit ascenseur émotionnel, en fait. Là, vraiment, oui, c'est pas du tout la même sensation que quand on dit on a une phase de combat, on regarde et tout est déjà sur le plateau, tout est lisible et tu sais déjà où tu en es. Et finalement, t'as moins d'investissement émotionnel en réalité dans l'issue des combats. Ça, c'est clair que ça, c'est fou. Et sur l'utilisation des pièces, et ça, c'est un truc qui est récurrent dans les 3 jeux, et j'ai trouvé vraiment magistral, c'est perdre le combat et la mort ne sont jamais de mauvaises solutions. Il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Et ça, c'est tellement pas la logique à laquelle on est habitué habituellement. Merci, Captain Obvious. Mais c'est tellement pas ce à quoi on a été biberonné. Parce que moi, à Blood Rage, je gagne en ne faisant que mourir. Parce que j'ai que des cartes qui combattent pour tuer mes troupes. La stratégie Loki. Voilà. Ouais. J'ai fait une stratégie où j'ai sacrifié mes troupes en non-stop. Et j'ai toutes et je ne prends que des cartes qui vont avec. Et ça, c'est incroyable parce que ça renverse complètement. Ça veut dire que même si t'es faible et que t'aimes pas les combats et que t'es pas forcément la personne la plus agressive sur le terrain, t'as toujours une porte de sortie qui t'est offerte, et donc t'as une incertitude, même si t'as quelqu'un qui gagne les combats les uns après les autres, et notamment qui gagne des combats dans la zone centrale, dans Blood Rage, qui a vachement d'importance. Oui. Ça lui garantit pas du tout de gagner la partie, en fait. Et même, je trouve que ça donne l'occasion à différents types de cerveaux de s'exprimer et de trouver le plaisir. Oui. Parce qu'il y a des joueurs qui sont bons pour anticiper les combats, les mouvements de troupes, et qui voient comment
gagner sur le plateau les combats. Mais si moi, ce n'est pas ma force dans un jeu, je suis meilleur en gestion de ressources, ben peut-être que je peux, avec la stratégie Loki, y aller en disant « je vais me placer, mais pour perdre, mais ça peut me faire gagner quand même ». Donc, différents types de personnes, de joueurs trouvent leur compte. Voilà, vraiment, pour moi, mon tempérament qui suis pas très de nature, ça peut m'arriver de l'être, mais je suis pas très agressive dans les jeux de combat ou d'affrontement comme ça. En fait, j'ai eu des cartes qui m'y incitaient et j'ai vraiment pu faire quelque chose, alors que sinon, je pense que je me serais sentie vraiment, de toute façon, perdante dès l'origine. Et dans Rising Sun, t'as la même possibilité, en fait. Effectivement, comme tu disais, avec le seppuku. Et dans Aang, t'as aussi la même possibilité de sacrifier tes troupes, en fait. Enfin, t'as vraiment, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il t'offre, c'est pas juste un jeu d'affrontement. Oui, il y a de la majorité et tout, mais c'est pas juste de l'affrontement et du combat pour le combat. C'est vraiment t'as toujours beaucoup de possibilités d'en faire quelque chose. Et le combat n'est pas une fin en soi. En fait, non, ça ne suffit pas. Et je trouve même que il y a même une leçon à en tirer, presque, je sais pas comment dire. Pacifiste. Pacifiste, mais même philosophique, en fait. C'est-à-dire que, c'est pas le plus fort sur le papier qui l'emporte. Mm-hmm. C'est celui, comme tu dis, qui utilisera le mieux, c'est les ressources qui sont à sa disposition. Et donc, en fait, quand tu expliques toute cette histoire de choses qui ont des valeurs, et notamment dans Rising Sun, les pièces qui ont des valeurs, mais elles ont, en fait, oui, t'as 3 pièces. Mais c'est pas juste parce que t'as 3 pièces et que l'autre, il en a 5 il va me faire un meilleur coup que toi. C'est comme si tes pièces, elles avaient une valeur d'usage, en fait. Et c'est l'usage que C'est tellement incalculable. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. Je trouve que il arrive à brouiller, mais tellement la valeur des pièces. C'est un exercice qui est fascinant, vraiment. Et on en reparlera après. Et je pense que dans Rising Sun, l'utilisation des pièces, puisque quand on commence cette phase d'enchère, on sait avec combien de pièces les gens, tes adversaires ont au moment où ils commencent. Hein. Oui. Donc parfois t'as intérêt à perdre pour récupérer les pièces des autres, pour mieux réussir derrière. En fait, ça aussi, tu penses à je sais pas combien de coups plus loin. Et t'as toute cette phase de guessing, en fait, qui va se faire. Parce que tu sais combien les autres, ils ont de pièces. Tu penses que tu devines ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils vont faire seppuku? Est-ce qu'ils vont aller chercher les poètes impériaux ou pas? Est-ce qu'ils vont je vais être très vulgaire, mais est-ce qu'en faisant prise d'otage, ton mec est pas tué? Donc tu l'as dans l'os. Si tu pensais faire derrière pour les poètes impériaux, avoir plus de points parce que t'allais compter les morts, mais lui, il a été... Puis en fait, comme il t'a enlevé ton seul mec sur le terrain, il y a plus personne sur le terrain, donc il meurt pas dans le combat. Mm-hmm. Et ça, t'as tout ce guessing qui est en plus de la méta de la négociation, oui, qui se rajoute au comment je vais décrypter le tempérament de mes adversaires, surtout si c'est des gens. Tu sais, tu pourrais dire rejouer avec le même groupe. J'ose pas imaginer si tu refais 10 parties de Rising Sun avec le même groupe. Et tu te retrouves dans la même situation. Je pense que là, t'as une méta, mais moi qui ai joué à ces jeux-là avec mon groupe habituel, comme toi, t'as la Ligue du Vieux Poil, il faut que je leur trouve un nom, absolument. Maintenant, j'ai décidé, pour la saison 2025-2026, je vais leur trouver un petit nom. Même si on n'a pas joué on avait déjà joué à ce jeu ensemble, mais même, en fait, on joue à suffisamment de jeux pour avoir notre méta, notre groupe. On sait qu'il y a le traître, voilà. On sait qu'il y a celui qui fait les coups improbables, et ça va vachement entrer en ligne de compte aussi. Et là, t'as toute la subtilité du jeu qui ressort, je trouve, et qui est forte. Voilà. Et après, pour finir, il y a un point dont on s'était dit. La violence. Ouais, on va aborder quand même la violence des jeux, parce que c'est 3 jeux qui sont extrêmement violents. Oui. Extrêmement violents, mais j'ai l'impression que c'est pas le même type de violence qui sont proposés, quoi. Donc tu vois, j'ai l'impression que c'est des Blood Rage, c'est vraiment la violence évidente, brute, sauvage. C'est pas symbolique ou subtil. En fait, quand on y joue, on sait qu'on va se foutre sur la gueule à un moment ou à un autre. Et voilà. Et d'ailleurs mourir. Donc, la violence du combat et donc y compris la mort, c'est une récompense au sens littéral. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le thème des Vikings qui est choisi, il va super bien avec le jeu, en fait, avec la mécanique. Et dans Rising Sun, tu vois, pour moi, je le vois plus comme une forme de violence psychologique, où c'est tout le métagame qui a de l'importance, comme on le disait. Et c'est pas pour rien que tu vas trouver le seppuku, l'honneur, en fait, dans cet aspect super psychologique, une sorte de pression psychologique. Et tu le disais, on joue pas les gens sur le champ de bataille, on joue quelqu'un qui est
qui est déjà à une distance suffisante. Donc c'est presque de l'endurance. Pour ordonner à ses troupes de se suicider, c'est... Voilà, c'est ça, c'est de l'endurance mentale en fait. Et on parle de code de l'honneur tout le temps, enfin c'est très important. Et Hank, où on incarne ces dieux, j'ai presque l'impression que c'est le système du jeu qui est violent en lui-même. Et je trouve que c'est le jeu qui est violent en fait avec les joueuses. On est très encadré. Le jeu, tu sais, je disais qu'on a plus de prévisibilité parce que mais là, ça sort du modificateur de combat, mais c'est que la sélection d'actions est très prévisible, en fait, parce qu'on a 4 pistes sur lesquelles on avance et on choisit des actions. Donc, on anticipe assez bien ce que les autres joueurs peuvent faire autour de la table. Donc, effectivement, c'est le système qui est plus violent parce qu'il est plus contraignant. Ouais. Et parce qu'en fait, comme le jeu te permet d'avoir t'as beaucoup plus de contrôle sur ce que tu fais. En fait, t'as plus de contrôle, je trouve, que dans les deux autres. Et on a l'impression qu'en contrepartie, le jeu te dit que quand tu fais, que le jeu va te punir beaucoup plus violemment si tu te plantes, enfin, et même la fusion, quand tu y réfléchis, cette possibilité de fusionner à la fin, enfin, même l'obligation de fusionner à la fin, même. Oui, je te force à jouer avec un autre joueur. C'est super violent, quoi. D'abord parce que celui qui est fusionné, le personnage fusionné, bah, il est quand même ultra puissant pour remonter. Donc, il devient vraiment une sorte de machine de guerre. Il y en a qui disparaît. Ouais, il prend quand même les bonus des deux, en fait. Hein. Enfin, il y a des petites corrections qui se font, mais du coup, tu prends quand même le double de bonus. Il y a quand même, malgré tout, qu'on le veuille ou pas, enfin, qu'on le veuille ou non, mais les décisions, elles se font pas en totale concertation. T'en as quand même un qui disparaît. Et c'est un déséquilibre qui est vraiment... qui, là, repose pas sur les joueuses. C'est pas un équilibrage qui repose sur les joueuses, mais c'est même plutôt un déséquilibre qui repose sur la mécanique elle-même, quoi. Et ça, je crois qu'on n'est pas vraiment habitué, surtout dans les jeux de contrôle de territoire, où, comme tu le disais, surtout quand t'as pas de modificateur, où tout est ultra cadré finalement. Il y a rien qui dépasse. Enfin, t'as pas beaucoup de surprises. Tu sais bien où tu vas et tout, quoi. Et là, le jeu, enfin là, ça t'offre quand même quelque chose qui fait basculer complètement l'économie générale de la partie, quoi. Oui. Et ouais, je trouve ça très fort d'avoir fait ça, des jeux aussi violents. Je sais pas si je sais pas si on le perçoit toujours autant, mais moi je trouve que les jeux sont vraiment ont un niveau de violence qui est rarement égalé finalement dans des jeux de ce type. Je te dirais dans les jeux des 20-25 dernières années, peut-être des 20 dernières années. Ouais. On n'est plus habitué à ça, mais rejoue à des trucs des années 80. Oui. Et je vais mal le prononcer encore, je m'excuse, Dimaher. Non, c'était bien, tu progresses. Merci. Donc, ce jeu sur la politique allemande, mais c'est d'une violence, je veux dire, on relègue les 3 jeux dont on parle depuis tout à l'heure quasiment aux ligues mineures. Ça, parce que si tu perds, si tu foires ton début de partie, ou si tu te mets contre la majorité des autres joueurs, mais t'es mort. On va te ramasser. Mais oui, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup depuis les 20 dernières années. Et il s'est permis de le faire. Ouais. C'était audacieux, mais c'est beau. Et moi, je l'ai perçu en y jouant de façon assez rapprochée, tu vois, en l'espace d'1 mois et demi, en rejoignant au 3. Et au final, ce qui m'est aussi apparu en jouant, et en relisant ce que tu avais écrit et la discussion, bah, je me suis rendu compte qu'on aime ou pas les jeux. Hein. Encore une fois, c'est pas le sujet de savoir est-ce que les jeux te plaisent ou pas en tant que... Mais si tu regardes vraiment comment les jeux, et le fait que ce soit une trilogie, et tu l'as dit, c'est une trilogie qui est très particulière. Pour moi, c'est vraiment une démarche qui est super forte et peut-être une des démarches qui est les plus proches d'une démarche artistique. Oui. Qu'on va trouver dans d'autres arts, parce que finalement, il explore une thématique au sens propre de ce que thématique, et je pense qu'il a une vraie intention dans ce qu'il veut dire avec ces 3 jeux. Alors attention, la trilogie n'était pas prévue, n'était pas planifiée. Hein. Il a fait 3 jeux, un après l'autre, sans avoir de plan quand même. Ça, il me l'a précisé. Bah, ouais, mais ce qui est fort, c'est qu'il arrive, c'est là où c'est fort, c'est qu'il arrive à donner une cohérence aux 3, peut-être a posteriori. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose que, d'un certain point de vue, il devait avoir quelque part. Et quand je dis c'est la thématique pour moi, c'est l'exploration de la violence, en fait. Et pas thème au sens des Vikings, des Japonais. Et d'ailleurs, dans l'interview qu'on avait faite à Cannes, il le dit bien. Lui, le thème, il ne confond pas avec l'univers. C'est bien 2 choses distinctes. Et il choisit pas d'ailleurs les univers
de façon anodine par rapport à ce qu'il va explorer dans chacun des 3 jeux. Il y a vraiment une adéquation entre l'univers qu'il va choisir pour servir son propos thématique. Et clairement, j'avais le sentiment en parlant avec lui que c'est pas la mécanique, c'est ce qu'il appelle de la tuyauterie un peu. En fait, c'est un peu c'est des outils, mais que c'est bien lui, pour lui, le thème qui compte, c'est-à-dire qu'il a une vision, en fait, une intention qu'il veut restituer. Et finalement, je me dis, il y a pas tant de jeux de société qui fonctionnent comme ça, où c'est véritablement le thème, et pas au sens de l'univers, mais le thème au sens de quel est mon propos, et qu'est-ce que je vais utiliser comme maths, au sens de tuyauterie, pour porter mon propos. Et c'est drôle parce que là, si lui, il voulait pas tellement, excuse-moi, mais il voulait pas tellement, je le sentais un petit peu réticent, justement, à aborder des questions mathématiques comme je le voulais. Alors, quand je lui ai dit, je calcule le pourcentage qu'occupe ton modificateur de combat, et je le sentais inconfortable, mais pourtant, t'as pas le choix de te poser la question, de faire un choix à la fin. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que lui, dans son cheminement, j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose d'accessoire, la mécanique. Mais oui, parce que c'est au service d'émotion, c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, il disait, on est des êtres d'émotion et on essaye de justifier rationnellement des choix qui sont faits, en fait, sous le coup de l'émotion. Je trouve que c'était probablement assez juste, et c'est pour ça que je pense que l'intuition a de l'importance aussi. Et en fait, si tu regardes des autres jeux qui ont des formes de trilogie, souvent ça va être des choses qui sont narratives. On a des trilogies où c'est la même histoire qui se continue, comme par exemple, si on prend l'exemple de Star Wars. Mm-hmm. Dans les jeux de société, t'as les jeux de Chem Phillips. À chaque fois, t'as 3 jeux, t'as une trilogie mais pour le coup, c'est plus l'univers et le fil conducteur. Je sais pas, des fois, ils travaillent le placement d'ouvriers de 3 façons différentes, dans les architectes, dans les Vikings, dans... Voilà, mais c'est plus... dans si tu prends la trilogie du Nord, t'as du placement d'ouvriers, mais t'as aussi un truc de pick and delivery, donc c'est pas du tout les mêmes. J'ai plus l'impression que c'est l'univers, en fait, il y a un vague univers qui lie les 3, mais que ce soit l'intention derrière, t'as plus ça au cinéma, en fait, avec des trilogies qui sont hyper fortes, et où c'est pas comme dans Star Wars, une histoire qui se suit sur 3 épisodes. Moi, je pensais à la trilogie bleu, blanc, rouge de Kieslowski, par exemple, où c'est 3 histoires distinctes, mais qui explorent chacune, mais qui ont un fil conducteur commun, en fait. Mais c'est vraiment le propos de l'auteur, en fait, qui fait le fil conducteur, quoi. Et ça, après, tout le monde va pas forcément le percevoir, ou avoir envie de le percevoir, ou envie de s'y investir. Mais je trouve qu'en ça, c'est probablement le projet, il a réussi pour moi à faire un des projets de jeux de société qui est le plus proche d'une œuvre artistique, quoi. Écoutez, jouez-y, ça vaut la peine, je trouve. Mais oui, et jouez-y, en fait, à la suite, en vrai. Parce que ça change complètement, ça change réellement l'expérience de jeu, je trouve. Enfin, moi, j'ai été vraiment emballée par le fait d'y rejouer, tu vois. Ça a vraiment, j'ai l'impression que j'ai plus du tout la même perception des jeux que quand je l'avais eu les premières fois où j'y avais joué de façon, en fait, étalée dans le temps, quoi. De plusieurs années. 3 ans de chacun. Voilà. Bon. Mais merci, parce que franchement, j'étais hyper heureuse de pouvoir en parler, quoi, aussi. Enfin, c'était l'occasion, quoi. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais une autre fois, peut-être, sur Plongerie. Et c'est pas, encore une fois, je le dis, c'est pas sous l'angle de est-ce qu'on aime ou pas le jeu, tu vois. C'est pas enfin, moi, là, pour le coup, c'est même pas mon propos. C'est plutôt de ce qu'on arrive à en percevoir, quoi. En fait, même, je suis pas certain d'y rejouer parce que mais je trouve, non, je dis d'y jouer quand même, c'est ça que je veux dire. Je suis pas certain d'y rejouer parce que je me trouve un peu coincé parfois par le système, justement. Et Rising Sun, j'ai une angoisse, moi j'ai une sensation de vertige au moment de faire les 4 enchères. Et je suis pas certain que je veux la revoir, même si l'émotion est intense et que je la retrouve pas dans beaucoup d'autres jeux. Alors que moi, c'est au moment de faire les alliances, presque j'ai envie de dire aux autres, alliez-vous et laissez-moi toute seule, je ne veux pas. Mais non, on vous dit d'y jouer parce qu'il y a quelque chose qui se passe, et au-delà de toute considération de plaisir de jeu. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Bon. Tu nous lances ta chronique maintenant? Oui, et on parlera d'Eric Lang à un moment, tu verras. Et on va parler de quoi? Mais on va parler d'aventure, bien sûr. Je me lance. Allez. C'est tout bon. Donc on va parler d'aventure parce que l'aventure, c'est l'aventure, ce qui est un clin d'œil à un film, je ne sais pas si tu l'as vu,
un vieux film. Non, c'est un clin d'œil à une chanson exécrable de Petit Pied le dinosaure 4. Et là, le doublage de la chanson, à un moment donné, c'est l'aventure, mais les doubleurs n'avaient manifestement pas suivi de cours de chant. C'est une catastrophe. Eh bien, l'aventure, c'est aussi un film très, très connu des années 70, un film français, avec Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner, enfin, toute une brochette d'acteurs très très connu. Je te conseille de le voir. Moi, j'en ai un très bon souvenir, mais on va pas parler de ça. Non. Et non, parce que tu sais que cet été, j'ai fait des trucs de dingue. Tu le sais ou pas? Donc déjà, j'ai joué à Blood Rage, à Rising Sun et puis Hank. Mais je suis allée à la Gen Con aussi. Ça, c'était fou, hein. Mais je ne vais pas te parler de ça parce que sinon, ça faisait un peu, tu sais, rédaction de primaire. Tu sais, quand on revient à la rentrée, racontez votre meilleur souvenir de vacances. Et non, en fait, cet été, j'ai commencé aussi à jouer à Gloomhaven, les mâchoires du lion. Et je précise que je n'ai pas joué à Gloomhaven tout court. Donc, en fait, le premier du nom, celui qui est dans les premiers du classement BGG. Et parallèlement à ça, j'ai aussi commencé à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Baldur's Gate 3. Je sais pas si tu en as entendu parler, je pense que oui. J'y ai joué sur les conseils de Mad et j'en profite pour lui faire un big up tellement je la remercie de ce conseil. Alors oui, j'ai adoré Baldur's Gate 3 et en fait, j'avais quand même envie vachement de vous en parler parce que j'avais pas ressenti quelque chose comme ça depuis bien longtemps en jouant à ce type de jeu. Alors j'ai été totalement happée par l'expérience proposée. J'avais plus envie de dormir, ni de manger, ni de me doucher. Je voulais juste y jouer des heures d'affilée, vraiment exactement comme lorsque j'avais joué à Skyrim il y a plus de 10 ans. Sauf qu'à cette époque, j'étais en congé maternité, j'avais rien d'autre à faire. Là, c'est un peu compliqué pour moi d'aller jusqu'à cette extrémité pour dégager du temps de jeu. J'étais plongée dans l'aventure et pourtant, je suis pas du tout fan des combats en tour par tour qu'on a dans Baldur's Gate 3. Qui sont donc voilà, et qui reposent sur une optimisation et laissent peu de place à une approche instinctive, dirais-je, bourrin. Une approche bourrine plutôt, qui est plutôt ma marque de fabrique dans les jeux vidéo, comme voilà. Et en revanche, j'ai détesté Gloomhaven, les mâchoires du lion. Alors, détester, oui, je sais, ça paraît fort, tu sais que je ne suis pas une femme mesurée, mais vraiment, ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant mise en colère. Et heureusement que c'était l'été. Sinon, le jeu aurait pu finir dans la cheminée, tant j'étais contrariée. Oui, on a encore le droit d'avoir des feux de cheminée chez nous. Et notamment, j'ai beaucoup de mal à éprouver du plaisir dans le gameplay qui repose sur du tour par tour. Et pourtant, je me suis fait la remarque qu'il existe pas mal de similarités entre ces deux jeux, avec des éléments qui pourtant sur le papier avaient des choses pour me plaire. Ils se déroulent dans un univers fantasy qui est teinté plus ou moins de Donjons et Dragons. Alors dans Baldur's Gate, c'est facile, on est littéralement dans l'univers de D&D. Et puis, ils promettent tous des combats mémorables, de l'exploration, des récompenses, de la montée de niveau. Bref, ce qu'on pourrait appeler de l'aventure avec un grand A. Et là, j'en suis revenue à une de mes... Un grand A. Avec un grand A. Pourquoi tu rigoles? Ça fait plus un tas, mais bon, c'est... Avec un grand A, avec un A majuscule, si tu préfères. Et donc, j'en suis revenue à une de mes marottes. Et oui, j'ai des lubies ludiques. Pourquoi est-ce que je suis globalement déçue par les jeux de société qui me promettent de vivre une aventure? Et je sais que c'est un sujet, oui, je l'aborde régulièrement et pourtant j'ai l'impression que je ne parviens jamais qu'à l'effleurer à chaque fois que j'y réfléchis. Alors j'ai essayé de donner des nouveaux éléments de réponse et probablement qui vont faire écho à des points qu'on a déjà abordés ensemble, notamment dans la chronique sur l'esprit du jeu ou bien encore dans ta chronique à toi sur les histoires racontées par le jeu. Je fais des crossovers. Donc, qu'est-ce que c'est un jeu d'aventure? Et oui, on va essayer de définir un peu avant de dire que si c'est bien ou pas bien. En fait, le jeu d'aventure, si on y réfléchit bien, c'est un terme un peu générique, même protéiforme. Et c'est ça qui rend aussi difficile l'analyse, parce que ça n'est pas une mécanique particulière. Ça peut emprunter à plusieurs genres, notamment le dungeon crawler, si on reprend Gloomhaven, qui est plus ou moins typé dungeon crawler. Ou bien ça peut s'exprimer dans des univers très, très différents. On peut trouver des jeux d'aventure dans l'univers Medfan, pirates, science-fiction, mythe de Cthulhu, j'en passe et des meilleurs. Donc l'aventure, ce serait plutôt un thème. Selon le véritable sens qu'on devrait peut-être attribuer à ce terme dans le jeu de société, c'est-à-dire pas thème au sens de univers, mais thème au sens de thème. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de faire vivre aux personnages, souvent par l'intermédiaire d'une exploration et d'une résolution de rencontres, combat, piège, trésor, une quête qui permet de mettre en valeur l'héroïsme des 10 personnages en leur donnant l'illusion d'avoir choisi leur chemin. Alors, on peut peut-être en tirer 3 critères. L'exploration, qui est primordiale,
Elle peut se faire sur un terrain connu d'avance ou qui se révèle au fur et à mesure de l'avancée des joueuses. Il faut qu'il existe une quête qui exige des personnages qui mènent à bien une mission spécifique. Alors, elle peut être assez triviale, hein. Buter tous les monstres, c'est à peu près toutes les quêtes de Gloomhaven d'ailleurs. Oui. Comme plus complexe, hein, avec un objectif même assez vague qui ne va prendre son sens qu'au fur et à mesure de la partie, voire même de la campagne. Et oui. Et les personnages, ils doivent vivre quand même des moments épiques et héroïques qui permettent aux joueuses d'éprouver un sentiment d'accomplissement. Il ne s'agit pas forcément que de combats, mais aussi de choix cruciaux, de moments décisifs qui leur permettent de forger réellement le destin de leur personnage. Alors, des jeux d'aventure, mes étagères, elles en sont pleines. Et même quand l'exploration et la quête sont bien présentes, en fait, souvent, le sentiment d'héroïsme ou d'épopée, il est souvent affaibli, comme si certaines mécaniques ou logiques de jeu, elles étouffaient l'émotion qu'on voudrait ressentir. Alors, j'ai pensé à pas mal de jeux. J'ai pensé à Destinies. Donc, tu as joué ou pas? J'ai joué une partie, oui. Ok, donc ça exploite un univers plutôt médiéval, plutôt réaliste, un peu plus réaliste que de la fantasy, même s'il peut y avoir des éléments fantastiques. Moi, j'avais trouvé que les scénarios étaient plutôt bien écrits. Il se joue avec une application qui est malheureusement un peu trop présente, voire beaucoup trop présente, et il souffre d'un certain côté FedEx, c'est-à-dire qu'on passe sa vie à faire des allers-retours d'un lieu à un autre. Oui, beaucoup d'allers-retours. Voilà, et il y a une immense place qui est laissée à la chance parce qu'en fonction de là où tu vas aller par rapport à ton personnage, t'es plus ou moins bien avancé pour ta quête personnelle, puisque comme le nom l'indique, on va réaliser sa destinée. Je pense que tu n'as pas aimé le jeu. Non, très précisément pour les deux derniers éléments. Les trois éléments. L'application, le fait qu'on fait simplement se promener et que si toi, tu vas dans la bonne direction en démarrant et pas moi, voilà. T'as gagné. Ouais. Merci, bonsoir. Moi, j'ai quand même bien aimé le jeu, mais je trouve que les défauts que je viens de pointer, ils sont quand même beaucoup trop présents. Je pense aussi à Voyage en Terre du Milieu, qui est sorti chez FFG. Donc, c'est un jeu qui utilise aussi une application qui est quand même un petit peu moins invasive peut-être que dans Destinies, avec un système de résolution avec des decks de cartes qui est, moi, je trouve super, super cool. Je sais pas si toi, tu y as joué ou pas. Bon, moi, c'est vraiment un des jeux les plus satisfaisants que j'ai trouvé, même si, effectivement, il y a... l'application est encore assez présente. Je pensais aussi à Time Stories, donc un jeu qui a quand même été assez marquant à sa sortie, il y a 10 ans. C'est quand même le jeu qui a initié l'exploration de cartes. Je pense que c'est vraiment le premier. Il a des scénarios qui sont très immersifs, mais avec beaucoup de lourdeur mécanique. Les combats qui sont... Alors, je parle surtout des premières boîtes, les boîtes blanches. Les combats qui sont quand même souvent atroces. Et le système de run qui, objectivement, même si on peut comprendre le pourquoi du comment, n'est pas ultra satisfaisant, voire pas du tout. C'est beaucoup plus... L'idée est plus séduisante que la réalisation, je crois. Ouais. Tu te doutes bien que moi, comme je triche, j'arrête. Au bout d'un moment, on arrête de faire les runs, clairement. Et j'ai pensé aussi à Andor, donc le jeu de Michael Menzel, avec son univers Medfan générique qui n'a pas une grande personnalité, qui est en fait un jeu d'optimisation d'action et pas du tout un jeu d'aventure et de coordination. On rationalise toutes nos tâches au détriment du plaisir, de la découverte et de l'exploration. Pour moi, c'est un anti-jeu d'aventure. Ouais. Il faut pas explorer dans ce jeu parce que si on explore, on a perdu. Voilà. Il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, et en fait, c'est un jeu coop d'optimisation d'action, tout simplement. On peut aussi ajouter les dungeon crawlers, et le dungeon crawling, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le jeu de société comme dans le jeu vidéo, c'est hérité du jeu de rôle, c'est l'exploration d'une succession de zones, aléatoires ou prédéterminées. Le fait de compléter, au sens vraiment de la complétion des dites zones, donc il faut vider les zones. Voilà. Éviter les pièges, résoudre des énigmes et... ramasser le trésor. Parce qu'en fait, ton objectif, c'est la survie, ni plus ni moins. Et ensuite, l'amélioration des possibilités d'action de tes personnages. Donc, ça peut être via l'équipement ou la montée de compétences. Alors, même si Gloomhaven, il fait quelques entorses à une définition puriste du dungeon crawling, en fait, parce qu'on connaît les zones dès la mise en place, et on les découvre pas au fur et à mesure, il s'inscrit globalement dans ce genre. Et d'ailleurs, ce qui en est une preuve pour moi, c'est la pauvreté de ces pitchs. On n'a pas besoin de scénarios très élaborés dans les dungeon crawlers, puisque je l'ai dit, l'objectif c'est de vider le donjon et de survivre. Donc on s'en fout un petit peu de tes motivations, de tes personnages, on va pas leur créer tout un background social, psychologique, personnel. On a besoin juste d'un vague lore, et puis l'exploration, elle se suffit à peu près, et la survie, elle se suffit elle-même. Mais bon, une fois que j'ai posé tous ces éléments, l'exploration, la quête, les moments héroïques,
et que je t'ai donné plein d'exemples de jeux où c'était pas trop réuni, en fait, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Même si on a sur le papier toutes les cases qui sont cochées, on n'a toujours pas l'impression de vivre l'aventure. Et c'est bien là que le bas blesse. Hein. Pourquoi est-ce que certains jeux, pourtant plutôt bien pensés, bien écrits, bourrés de promesses, me laissent de marbre? En tout cas, moi. Mais pourquoi est-ce que face à eux, je ne ressens ni frisson, ni attachement, ni cette petite vibration intérieure qui me fait dire là, il se passe un truc? Et peut-être parce qu'au fond, ce n'est pas ce que le jeu propose qui compte, mais comment il me laisse le vivre. Et c'est là qu'on en arrive à deux notions essentielles que j'aimerais bien creuser maintenant. C'est l'agentivité et la narration émergente. Et comme j'ai bien annoncé mon titre, on va commencer par la narration émergente. Alors oui, tu l'as compris, je le disais, aucun des jeux que je t'ai cités avant ne m'a réellement convaincu. Dans les jeux d'aventure, l'univers proposé, la qualité de l'écriture sont importants, essentiels, mais pas suffisants pour ressentir l'héroïsme. Il faut quelque chose en plus. Que le jeu de société, il a du mal à offrir à ce jour. Un sentiment d'immersion réelle dans lequel nos choix ont une incidence réelle sur le cours de l'aventure. Un peu comme dans Baldur's Gate, quoi. Les joueuses, elles doivent donc éprouver un sentiment de liberté. Alors, la narration, on va parler de la narration émergente. Et oui, le jeu d'aventure, il fait appel à l'imaginaire des joueuses. Il faut qu'elles se projettent et s'approprient ce que leurs personnages sont en train de vivre. Or, cette appropriation, elle ne peut pas se contenter de passer ni par le lore, ni par le fluff, ni par les textes d'ambiance. En fait, ce sont les pires idées du monde. Selon moi, ça va passer par la capacité des auteuristes à créer cette fameuse narration émergente, c'est-à-dire la narration qui est créée par les joueuses et non imposée par le jeu. Et c'est quand les joueuses, elles s'approprient le jeu pour y raconter l'histoire qu'elles ont choisie que le sentiment d'aventure y naît vraiment. La narration émergente, elle suppose que le jeu est un système vivant, façonné autant par les joueuses que par les auteuristes. Tiens, on revient à une idée qu'on avait déjà évoquée. Et pour que cela marche, il faut laisser cette place aux joueuses et parfois renoncer à trop de narration imposée. Et on retrouve cette idée notamment dans le travail de Rob Daviau. D'ailleurs, je pense qu'on en parle dans l'interview qui sera diffusée d'ici que cette chronique soit diffusée. Notamment avec son exploration des jeux Legacy. Dans ces jeux, la narration n'est pas, ou pas seulement un texte imprimé, elle va émerger des mécanismes, la destruction d'une carte, l'écriture d'un nom sur le plateau, la révélation d'une boîte scellée. Le jeu n'est donc plus un objet, mais le réceptacle d'une expérience unique pour un groupe unique. Sans aller jusqu'à l'extrême des jeux Legacy, je ne peux pas résister au fait de parler une nouvelle fois d'un de mes jeux préférés. Tu sais de quoi je vais parler? Laisse-moi deviner. Cthulhu, la mort peut mourir. Et oui, de Cthulhu Death Medal, de notamment Rob Daviau et Eric Lang. Et oui, on revient à lui, qui réussit pour moi parfaitement sa mission de jeu d'aventure en évitant les écueils de la maintenance scriptée. Plutôt, on dirait un mission crawler. Une maison crawler, parce que souvent, on se promène dans des grandes demeures de la Nouvelle-Angleterre, des manoirs. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, tu sais, il y a des sous-branches dans les catégories, c'est assez, vertigineux. Donc, chaque scénario va te proposer une mission à mener, à bien, en fait, afin d'interrompre un rituel, et puis ensuite pouvoir vaincre le grand ancien. Alors, la mission, elle change à chaque scénario, mais la finalité, c'est toujours la même, c'est buter le grand ancien. Le fluff du jeu, il reste léger, souvent drôle. La mécanique du jeu, elle est très épurée. Je l'ai dit, expliqué maintes fois, puisqu'on a simplifié tout ce qui pouvait créer de la confusion, en fait, dans l'application des règles. Ce qui fait que les joueuses, elles peuvent se concentrer pleinement sur leurs actions, leurs parties, leur groupe, comment elles vont s'en sortir. La tension dramatique, elle est maintenue parfaitement grâce à cette mécanique, cette idée que la perte de la santé mentale te rend plus fort, mais te conduit aussi probablement à la mort. Et même mourir dans ce jeu n'est pas un problème. On va toujours choisir la mort héroïque qui permet une victoire collective plutôt qu'une défaite en vie. Donc ça, voilà. Ça, c'est vraiment sur la narration émergente. Maintenant, on va parler d'agentivité. Et oui, donner aux joueuses l'impression qu'elles sont maîtresses du destin de leur personnage passe également par le fait de leur rendre leur agentivité. Dans les jeux d'aventure qui sont en réalité très scénarisés, c'est plutôt une illusion d'agentivité qui va être donnée. Donner l'impression aux joueuses qu'elles font des choix, pas seulement stratégiques, mais des choix qui affectent leur destin. Alors on comprend bien que dans le jeu vidéo, la tâche, elle est plutôt aisée. En jouant à Baldur's Gate 3, je sais bien que les différents choix que je vais faire vont affecter le monde dans lequel j'évolue, mes relations avec les autres PNJ, et que certains arcs narratifs se refermeront à jamais pour cette partie. On est donc obligé d'y réfléchir à deux fois lorsqu'on s'apprête à attaquer un groupe de PNJ non hostiles. Des personnages non joueurs. Voilà, pardon. Ou lorsqu'on a une simple discussion légère avec un membre d'autres groupes au campement, surtout si on projette forcément d'avoir une romance avec ce personnage. Si cela tourne mal, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Et lorsqu'on parvient à nos fins, on se sent seul responsable de notre succès.
C'est donc un subtil équilibre entre éléments pré-scénarisés, parce qu'en fait tout existe d'avance, et libre arbitre partiel qui est laissé à la joueuse. Dans les jeux de société, un tel degré de subtilité est plus difficile à atteindre en raison même du média jeu de société, parce qu'au final, c'est bien l'humain que nous sommes qui devra gérer ces embranchements de décision et non alors j'ai pas trouvé de bon terme, un outil informatique avec toutes les limites que ça comporte. Et en fait, voilà, on voit un peu les fils de la marionnette. On voit aussi, l'éditeur en moi voit la quantité de carton que ça nécessiterait. Voilà. Alors, toutefois, j'ai quand même récemment commencé la campagne d'un jeu dont on m'avait dit le plus grand mal, mais dans lequel j'ai eu un petit peu ce sentiment de faire des choix impactants. Et oui, je vais parler de Tainted Grail, un jeu qui a été édité par Awaken Realms. Il souffre de certaines lourdeurs mécaniques que, bien sûr, tu t'en doutes, j'ai aussitôt décidé d'alléger en reprenant quand même les aménagements de la version 2 des règles. Et il souffre également d'un certain côté livre dont vous êtes le héros. Voilà, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à lire ce qui se passe dans le livret de campagne. Et pourtant, ce jeu m'a agréablement surprise par un réel effort d'écriture. Vraiment, j'ai trouvé que c'était quand même plus qualitatif que ce qu'on voyait habituellement, mais surtout par un sentiment de liberté qui était laissé dans la façon de résoudre les scénarios proposés. Alors peut-être que c'est complètement illusoire, mais j'ai quand même eu ce sentiment. Je dirais que si l'illusion fonctionne, c'est suffisant. C'est suffisant. Exactement. Et certains choix qu'on a fait avec ma joueuse, avec Dorothée, que je salue au passage, les certains choix qu'on a réalisés, ils semblent vraiment changer le déroulé de l'aventure. Ce qui implique quelque part d'y réfléchir quand même à 2 fois avant de faire n'importe quoi et avant de les formuler. Alors, et Gloomhaven dans tout ça, le pauvre Gloomhaven, qui s'est pris toutes les foudres de ma colère. Voilà. À l'issue au moins de toutes ces réflexions, je crois que je sais un petit peu mieux ce que je recherche dans un jeu d'aventure. Et je sais parfaitement pourquoi Gloomhaven surtout ne m'a pas plu. Malgré sa très bonne cotation BGG, parce que quand même si c'est les mâchoires du lion, on sait que le Gloomhaven originel, il a été longtemps numéro 1. Et malgré les excellents retours que j'ai eus sur ce jeu, dont toi, Christian Lemay, oui, toi qui m'avais dit que tu avais fait toute la campagne des 2 Gloomhaven, tu avais apprécié le jeu, que je t'ai maudit, et en fait, je sais que ce jeu ne peut pas marcher avec moi. Parce que pour moi, ce n'est pas un jeu d'aventure, ou en tout cas, il ne cherche pas à te faire ressentir l'immersion, l'héroïque ou l'épique. Il en a l'univers, les visuels, le lore, l'imaginaire, les codes, mais ce n'est que de la cosmétique. Il est un tout autre type de jeu, maquillé en jeu d'aventure. En général, ce qui revient le plus souvent d'ailleurs quand on parle de Gloomhaven, c'est son système de cartes qui détermine les actions des personnages et l'initiative. Je vais faire en simplifiant, à ton tour de jeu, tu choisis 2 cartes. Il y en a une tu feras l'effet du haut et une dont tu feras l'effet du bas. On choisit également la valeur d'initiative qui est sur nos cartes. On va en choisir une des 2 et c'est ça qui va donner notre ordre pour faire notre action dans le tour de jeu. Plus le numéro est bas, plus on joue en premier. Mais attention, nos ennemis vont tirer leur carte d'initiative après notre choix, ce qui fout un peu le bordel dans beaucoup de cas. Et donc, on fait un pari tactique avec un peu de prise de risque. Alors, je peux pas dire que ce système de cartes n'est pas ingénieux. Il y a une vraie beauté dans cette mécanique à 2 vitesses, cette tension constante entre conserver ses actions et les utiliser à pleine puissance. C'est bien pensé, c'est élégant même et ça renouvelle bien le genre. Mais ce système, aussi bien conçu soit-il, il reste au service d'un jeu d'optimisation, un jeu froid, rigoureux, où chaque choix doit être parfaitement calibré, où l'échec punit sans appel, où la moindre erreur se paye cash. C'est un jeu où on passe plus de temps à lire et décoder ses cartes qu'à vivre quoi que ce soit. Un jeu qui t'invite à incarner un artificier ou une gardienne du néant, mais qui te demande surtout d'être un bon planificateur. Tu vas peut-être rire, mais moi, jouer à Gloomhaven, ça m'a fait penser à mon travail. Et pourtant, je te jure que je vais pas dans des donjons pour tuer des cultistes ou des gobelins ou que sais-je. J'adorerais, mais non. Et c'est parce que cet aspect du jeu, l'emporte tellement sur tout le reste. Parce qu'en plus, le niveau d'écriture de l'intrigue, c'est vraiment aux fraises. Les missions sont extrêmement répétitives. Mais en fait, il peut pas me plaire. Moi, je m'attendais à de l'aventure épique et j'ai trouvé un jeu très tactique où la moindre erreur se paye cash. Il te demande juste de bien jouer, même de très bien jouer. Or, moi, je ne veux pas que les tours de jeu me permettent juste de vérifier que j'ai bien joué. Je veux ressentir quelque chose. Ce décalage entre les promesses et la réalité, ça crée une profonde désillusion ludique par rapport à mes attentes. Moi, dans un jeu d'aventure, ce que je veux, c'est me sentir moi une héroïne et pas prouver que je sais bien optimiser mes cartes. Merci pour cette chronique. Voilà. Où tu fais l'exercice périlleux de tenter de définir, parce que c'est difficile, hein? On va toujours trouver quelqu'un ou entendre quelqu'un dire « Ah oui, mais tel jeu, est-ce que... » Non, mais je trouve que tu y arrives assez bien. Merci. On dirait que c'est...
En fait, la déception vient en partie de la promesse de ce qu'était le jeu et finalement ce que c'est. Parce que si je me trompe pas, un de tes jeux, sinon ton jeu préféré dans l'univers, et peut-être même plus que l'univers, il a presque les mêmes initiales que Gloomhaven, hein? C'est G-A-H au lieu de G-H. Il y a un petit A qui s'insère au milieu, Grand Austria Hotel. Ben, c'est un jeu d'optimisation, non? Mais oui. Et c'est quoi le problème d'abord avec Gloomhaven? Mais c'est que quand je vois Grand Austria Hotel, déjà avec une couverture avec Clemence France, je sais à quoi je vais jouer. C'est que je sais que c'est un jeu de gestion, tu vois. Mais maintenant, en fait, c'est le problème, il est sur oui, comme tu l'expliques, c'est un problème de distorsion entre mes attentes, ce qui m'est vendu et le ressenti, le ressenti, tu vois. Et maintenant que tu le sais, est-ce que tu pourrais pas modifier ton attente et dire, ben, je vais jouer à un jeu d'optimisation qui a la couleur d'un dungeon crawler? Où je vais buter des monstres? Eh ben non. Pourquoi? Eh ben non, parce qu'en fait, je crois que si je veux jouer à un jeu d'optimisation, je préfère jouer à un jeu de gestion ou à un jeu à l'allemande, enfin, tu vois. Oui. Bon, quelques petites précisions. Tu vois. Oui. Non, mais peut-être que je suis de mauvaise foi. Oui. Je vais te laisser le dire, c'est pas moi qui va le dire. C'est. En fait, ce que je n'aime pas, c'est le comment dire, c'est ce côté très cosmétique qui te vend quelque chose qui n'est pas ce que tu y trouves. La prétention. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Je me souviens plus des mots que j'ai employés. C'est peut-être ma faute. Mais effectivement, je t'ai probablement vendu Gloomhaven pour le génie de son utilisation de cartes parce que ce jeu est arrivé à réinventer un genre qui est extrêmement codifié, celui du dungeon crawling. Donc, un genre qui est figé dans ses codes. On rentre dans un donjon pour aller buter des monstres. Et chacun de nos personnages a sa petite fiche avec son nombre de points de mouvement, ses dés d'attaque et ses dés de défense, ma portée et l'équipement que je peux trouver dans un coffre. Un truc à la Descent. Et là, je dis pas que Descent est un mauvais jeu, au contraire. Sauf que entre HeroQuest en 1989 et Imperial Assault en 2014, il y a eu assez peu de déviations, hein? Sauf peut-être Claustrophobia chez Asmodée. Donc, c'est ça. Et Gloomhaven a fait exploser ce moule. Et grâce à cette explosion, ben, le genre arrive maintenant à se réinventer. D'autres auteurs arrivent à transformer le genre du dungeon crawling. Mais donc, je t'ai vendu ce jeu-là pour cette raison-là. Pas parce que c'est un jeu que je pensais que tu allais aimer ou que moi-même j'ai aimé, parce que j'ai fait la campagne du premier jeu, ben, au début par curiosité, puis aussi surtout pour jouer avec mes amis de la Ligue du Vieux Poil, parce que eux, ils aiment beaucoup ce jeu-là. Moi, je le trouvais répétitif, mais bon, à un moment donné, l'important, c'est plus l'expérience sociale que le jeu en lui-même. Et j'ai fait les mâchoires du lion aussi avec Fiston parce que, ben, il nous voyait jouer, nous, les grands, avec cette grosse boîte, et il voulait jouer au même jeu, ça le fascinait. Donc, j'ai fait les mâchoires du lion avec Fiston. Mais oui, c'est un jeu dont la répétitivité m'a assommé, en fait. Pour moi, c'est surtout que tu passes tout ton temps à regarder comment combiner les effets des cartes. Ben, à partir d'un certain nombre de parties, tu connais bien ton personnage et tu sais quoi faire, mais c'est là que c'est pas plus amusant parce que tu sais quoi faire et donc tu répètes la même recette d'une fois à l'autre. Il n'y a plus d'incertitude. Moi, j'avais l'impression, comme si je lisais de la documentation fiscale et de voir comment imbriquer les trucs pour en tirer le meilleur effet. Et j'avais vraiment l'impression de dire de la documentation, enfin, ça m'a fait exactement la même sensation. Et c'est un jeu tactique, c'est un jeu de stratégie. Ouais, et très souvent, bon, j'ai mentionné des jeux de dungeon crawling à la Descent ou à la HeroQuest. Bon, on y va un peu à l'instinct. On espère avoir un jet chanceux. On se place dans une position qui optimise, mais bon, de toute façon, on n'a pas 50 possibilités à analyser. Mais là, ce que l'auteur a voulu faire, je crois, c'est dire, ben non, on va rendre le truc vraiment plus stratégique et ça va te demander d'être plus intelligent. Ouais, c'est parce que je suis pas intelligente. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est que je sais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai passé l'impression que sur tout mon temps de partie, il y avait 90% où j'étais en train de lire les textes des cartes, quoi. Oui, mais c'est là que le jeu se situe aussi. C'est ça, le jeu. Et c'était juste ultra chiant. Parce que c'est con. En plus, c'est pas du tout. Et en plus, il y a le fait que t'as l'initiative des ennemis qui est pas connue. Il y a, je sais pas, dans 50% des cas, ce que tu fais, c'est de la merde. Enfin, tu fais du R, en fait, tout tombe à plat. Donc, en plus, t'as envie de dire, attends,
il faut lire les cartes, bien essayer de se... En plus, alors je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment communiquer avec ses partenaires de jeu. Ah, la règle est très, très floue et malheureusement, on peut la contourner beaucoup trop facilement. Mais enfin, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on dit je vais être rapide. Mais ça veut... À force de jouer 10 parties, 20 parties, ben là, on sait... Je vais être très rapide, c'est en bas de 20. Et je vais être rapide, je vais être moyennement rapide, je vais être lent. On sait que ça veut dire 70. Bah, en fait, en plus, je vois même pas pourquoi. Donc, en fait, ça te rajoute une couche à la complexité de ce que tu es en train de lire, de la description des effets. Donc, ça te double la pénibilité du truc. Donc, moi, j'étais plutôt en mode, franchement, jouons carte visible. Parce que, de toute façon, il y a un aléa qui est l'ordre de l'initiative de ton ennemi. Donc, en fait, qu'est-ce que ça peut foutre que tu te sois mis d'accord? Puisque il y a quand même un élément aléatoire. Sauf qu'en plus, je jouais avec quelqu'un qui disait « Ah non, on peut pas communiquer puisqu'on a dit qu'on n'avait pas le droit de communiquer. » Donc, enfin, bon, bref. En plus, ça donnait lieu à des engueulades mémorables. Non, mais t'as raison. Je veux dire, l'aléa des créatures qu'on affronte est suffisant. Leur initiative de savoir à quel moment ils vont jouer et surtout ce qu'ils vont faire, parce qu'on le sait même pas, est suffisant. On n'aurait pas besoin, effectivement, de pas se parler entre nous. J'aimerais savoir, t'as joué combien de parties? Parce que je me souviens que les 3 premiers scénarios, je pense, des Mâchoires du Lion sont vraiment, vraiment des tutoriels. Et toi et moi sommes d'accord sur ceci. C'est une mauvaise idée de faire des tutoriels dans le jeu de société. Bah, le fond du problème, il en est que j'en ai joué 4. OK. Donc, j'ai joué le 4e. Et que là, j'ai dit non, mais là, c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps de ma vie. Comme je suis une vieille personne, mon temps de vie, il est de plus en plus... il a de plus en plus de valeur. Il est plus rare. Il est plus rare. Donc, je me suis dit, en fait, je me disais, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner? Puis c'est surtout que tu sais qu'il y en a encore je sais pas combien derrière des scénarios. Et en fait, tu te dis, en fait, arrêtons le massacre avant. Et ça fait déjà 4 scénarios que je me fais chier à mourir. En fait, est-ce que j'ai continué? Est-ce que je suis masochiste au point d'avoir envie de continuer à me faire chier alors que je peux jouer à des jeux qui me plaisent plus, quoi? Ah non, mais là, c'est sûr, on joue très souvent plutôt pour se divertir et si tu te fais chier, change de jeu. Et je peux te confirmer que le jeu ne se transformera pas entièrement non plus. Il va beaucoup ressembler. Voilà. C'est ce que je disais sur la rejouabilité. Il n'y a rien qui ressemble plus à un scénario de Gloomhaven qu'un autre scénario de Gloomhaven. Ça, c'est ce que tu m'avais prévenu là-dessus. Et en fait, moi, je trouve que les effets des cartes sont inutiles, pas inutilement. En fait, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, oui, il y a une complexité même à comprendre ce que tu vas faire avec tes cartes. Oui, parce que je suis con, hein, j'en sais rien. Mais moi, quand je lis, je comprends j'ai vraiment du mal à me figurer ce que ça va faire. Je trouve ça pas du tout clair. Donc, en fait, si je mets 10 minutes à chaque tour de jeu à réfléchir aux cartes que je vais jouer, tout ça pour faire de la merde parce que l'ennemi, il aura tiré une carte d'initiative qui va tout me foutre en l'air. Si tu veux, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé 10 minutes à faire un truc ultra chiant. Alors, j'ai dit que j'allais donner une seconde chance à Gloomhaven. Il est toujours dans j'ai une table de jeu où on peut recouvrir, donc il est toujours dedans. Bon, ça fait 1 mois et demi quand je te dis ça, tu vois. Donc, je suis pas sûre d'avoir très envie, en fait. Dans ce cas-là, ne continue pas, parce que, comme je dis, le jeu ne se transformera pas. Peut-être que, on en revient à cette histoire de promesse, hein, c'est peut-être un bon jeu tactique, mais un mauvais jeu d'aventure, en fait. Et ça le rapproche plus d'un jeu d'échecs. C'est un jeu de positionnement beaucoup. C'est un jeu de gestion de main aussi beaucoup, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qu'on joue, on va pouvoir les reprendre, mais à chaque fois qu'on les reprend en main, il y en a une qu'on sacrifie de façon... On perd de façon définitive. Ouais. Et en plus, très souvent, il y a certaines cartes qui ont un effet beaucoup plus puissant si on accepte de les sacrifier déjà au moment où on les joue. Oui. Donc, c'est ça. Je crois que c'est un jeu de gestion de main mêlé à un jeu de positionnement, quasiment un jeu de positionnement abstrait comme peuvent l'être les échecs ou les jeux de la série, le projet GIF. Puis, je trouve ça intéressant quand même quand tu parles de l'illusion de choix, parce que forcément, tous les jeux doivent te donner une illusion parce que tu peux pas avoir une liberté totale. Non. Mais est-ce que le problème, c'est donc pas, comme tu le disais un peu, le fait que dans le jeu de société, tout est visible, on peut rien te cacher, là, à moins de mettre des trucs dans des boîtes. Oui. On voit les ficelles et on voit l'arbre des scénarios.
et ça devient plus difficile de rendre l'aventure. Est-ce que c'est possible pour le jeu de société de vraiment te donner l'impression d'aventure et maintenir l'illusion de la liberté? Je crois qu'on a déjà eu cette discussion, mais effectivement, ce qui marche dans le jeu, parce que dans le jeu vidéo, en réalité, on se reprend Baldur's Gate, où t'as quand même ce sentiment d'avoir une immense liberté. En réalité, tout est pensé. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire un truc qui est totalement pas prévu par les gens qui ont développé le jeu. Ça, ce n'est pas possible. Simplement, c'est l'outil, c'est le média jeu vidéo qui te permet de te cacher tous les décors. En fait, c'est comme si ça te cachait toutes les coulisses. Oui. Tu vois? Dans le jeu de société, le problème, c'est que toi, t'es à la fois spectateur et régisseur en même temps du spectacle. Donc, forcément, les coulisses, à un moment, tu vas bien voir ce qui s'y passe. Et dès que tu le vois, bah, c'est comme si ça casse toute la magie du spectacle, quoi. Tu vas le voir accidentellement parce que tu vois l'enchaînement des scénarios dans le livret de règles, peut-être, ou tu vois tous les trucs que tu vas trouver, c'est des cartes qui sont mises une à la suite de l'autre dans un rangement. Puis là, tu les vois par accident. Et je suis d'accord que même sur des jeux qui essayent d'explorer une plus grande liberté, tu vois, je pense à Backstory qui a essayé de faire ça il y a pas longtemps. En vrai, je suis de plus en plus persuadée que la seule solution possible, elle ne passe pas par quelque chose de très écrit. Mm-hmm. C'est pour ça que je reviens à la narration émergente. Parce qu'en fait, je pense que c'est une erreur de vouloir continuer à vouloir faire des jeux de société très écrits, très scénarisés, qui te donneraient l'impression de vivre quelque chose de similaire à ce que tu peux avoir dans le jeu vidéo, alors que tu n'as pas le moyen technique, en tout cas, parce que soit l'application, elle est trop invasive, intrusive, je sais pas quel bon terme pour le dire, mais elle prend trop de place en tout cas, ou parce qu'en fait, c'est pas très bien fait, et que je trouve que finalement, les jeux qui le permettent le plus, les jeux de Rob Daviau notamment, et parce que c'est quelque chose que lui, il le revendique, la narration émergente, le fait que ce soit les joueuses qui co-construisent le jeu avec finalement l'histoire du jeu, l'aventure, elle est co-construite entre la proposition de jeu et les personnes qui y jouent, quoi. Et je me dis que c'est peut-être là que ça peut le mieux fonctionner. Donc c'est pas forcément en faisant des choses très scénarisées ou trop écrites. Après, Tainted Grail, je pense que... Écrite dans le sens, vraiment, j'ai un texte qui te donne une aventure, comme si je disais un roman, là. Je fais choix A, je prends la route de gauche, je rencontre PNJ 1, PNJ 1, je le tape ou je lui paye un coup à boire. Alors, si je le tape, il se passe... Enfin, tu vois, des embranchements de narration, quoi, en gros. En fait, c'est un peu ça, ce que je veux dire. Après, si je reprends sur Tainted Grail, je pense que Tainted Grail... c'est pas mal fait, mais en fait, tu fais beaucoup de lecture. Oui, mais donc tu retombes dans un truc. C'est tellement fragile. C'est comme. C'est très fragile. Mais c'est comme demander aux joueurs de faire leurs propres règles. Je peux te dire que généralement, ça donne pas des résultats extraordinaires parce que tu demandes une compétence qui est longue à acquérir et qui demande un certain talent. Bien lire une histoire, bien la livrer. Faut être un excellent lecteur, faut être un excellent orateur, faut avoir un peu comédien. Et ce qui est sûr, c'est que dans Tainted Grail, donc c'est un livre dont vous êtes le héros, le carnet de campagne, et ça, on va pas dire que c'est très novateur, et on va pas se mentir, c'est pas excitant sur le papier, quoi. Tu vois? Enfin, c'est pas le truc, tu te dis pas, t'as envie de dire, sinon je pouvais faire un livre dont vous êtes le héros, hein, ça allait aussi vite. Bon. Ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quand même une énorme matière. Enfin, je trouve que le jeu est il y a beaucoup de matière, en fait, ce qui fait que t'as quand même le sentiment d'aller à des endroits, de faire des choses, et quand tu y reviens, il se passe plus les mêmes choses parce que toi-même, t'as évolué, t'as fait d'autres trucs. Oui, c'était une de mes questions, mais donc en fait, Tainted Grail, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est un immense livre dont vous êtes le héros, mais qui est vraiment vaste, là, celui-ci? En fait, c'est des cartes que t'explores, okay. Donc c'est de la pose de cartes comme dans 7e continent, hein, vraiment, c'est la même chose. Je te passe le système mécanique des menhirs qui est pas très intéressant et tout. Mais effectivement, tu vas arriver sur une carte, tu vas lire l'entrée qui correspond. Donc quand il va la première fois, en général, tu as plusieurs possibilités de choix. Tu vas faire les trucs, il va y avoir différents embranchements qui vont te renvoyer à d'autres paragraphes. Et il y a des entrées qui ne te seront pas ouvertes parce que t'auras un prérequis pour y aller. T'as fait X ou Y. Et si plus tard, t'as fait tel choix à tel moment ou t'as fait tel truc, peut-être que t'auras ce prérequis, donc tu pourras retourner dans le lieu et ça va modifier ta perception.
Mais il y a des choses que tu feras jamais, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup de matière, en fait. C'est la somme de matière qui parvient. Ben, Après, c'est ce que je comprends, oui. C'est une quantité au final. C'est un peu con, mais on en revient à une quantité brute pour pouvoir permettre l'exploration. Ouais. Et ça prend une quantité brute de... Et le fait que ce que tu dois faire n'est pas évident, qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées à ton appréciation. Donc, en fait, tu peux prendre beaucoup de directions différentes pour réaliser. C'est pas du tout... les quêtes que tu as à faire sont pas très explicites tout le temps. Là, par exemple, nous, on a fait un choix. On est passé directement de tel scénario à... je sais pas, du scénario, on est parti sur par exemple, on finit le 2, on passe sur le 3B. Donc, le 3, on ne le verra jamais parce qu'on a fait un choix. Mais le 3B, avec les choix qu'on a fait dans le 3B, on tombe directement à un autre scénario, mais qui n'est pas le 4. Donc, tu te dis bien qu'il y a toute une partie du jeu que t'as pas vu et donc que t'as quand même fait des choix il y a des jeux où tu fais A ou B, au final, t'arriveras toujours à celui d'après. Oui. Et tu verras à peu près la... Est-ce que donc la seule façon Ben non, tu disais pas ça parce que j'avais l'impression que la seule façon d'avoir une aventure, c'est d'avoir un truc en campagne, c'est-à-dire en plusieurs sessions de jeu. C'est assez difficile de l'avoir en un truc qui dure 1h30, 2 heures. Donc, Toulouse Death Medai, t'arrives un peu quand même à avoir ce sentiment-là. Mais par les mathématiques, et là, c'est parce qu'il y a plein de liens qui se font dans ma tête, parce que c'est quoi la différence entre l'histoire et l'aventure? Est-ce que l'héroïsme, il arrive à travers les maths du jeu? Est-ce que... Je pense que oui. Pour le coup, en fait, je suis obligée de te donner un peu raison. Je pense que c'est l'équilibre entre la perte de santé mentale et les compétences que t'acquiers. Avec le point de bascule à un moment dans la partie où il faut ralentir ta perte de santé mentale parce que sinon tu vas vite mourir. Enfin, il y a tout ce point de bascule en fait dans le jeu qui est à trouver parce qu'au début t'as intérêt quand même t'as intérêt à devenir de plus en plus puissant. Et puis il y a c'est quand même un jeu qui est comme que ça fonctionne avec les dés, il y a un moment t'acceptes le hasard quoi. Et ça tu peux rien. Dans Gloomhaven, il y a pas de dés, tu planifies. Et quand tu perds, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'as mal joué. T'as pas bien... En fait, t'es puni cash pour avoir mal joué. Donc, Toulouse Death Medai... Non, il y a des erreurs Non, mais il y a des punitions à cause du hasard qui sont causées par le fait que... là, le monstre a sorti la seule carte initiative sur les 8 qui pouvaient nous perdre, et puis... Ouais, mais enfin, c'est quand même... C'est pas du tout... T'as absolument pas le même ressenti, je trouve. Quand t'as fait des jets... tu peux rien, il y a la beauté du jet de dés, quoi. Et ça, elle s'explique pas parce qu'elle est totalement... Alors, en vrai, il y a des probabilités sur les jets de dés, mais tu penses pas quand tu le fais. Moi, j'y pense. Quand t'arrives... tu es une personne, tu as un problème, peut-être, je ne sais pas. Je préfère pas faire de commentaires, mais quand tu fais un jet de dés exceptionnel ou un jet de dés catastrophique, ça te provoque... De toute façon, par définition, ça te provoque une sensation qui est beaucoup plus forte. Je sais pas, parce que je prends le temps de calculer le truc, puis je me dis, bon, si je fais ça, j'ai 2 chances sur 3 de m'en sortir, puis si je fais ça, j'ai 1 chance sur 3 de m'en sortir, donc je vais faire ce jet-là. Voilà, moi je pense pas à ça. Moi je saute en frappant des mains si j'ai réussi, et je peste et je râle si j'ai perdu. Et c'est vraiment, tu vois, cette formule que je trouve hyper belle, c'est s'abandonner à la beauté du hasard. C'est accepter de s'abandonner à la beauté du hasard. Et pourtant, est-ce que t'as fait... Et c'est toi qui as fait le choix de faire cette action, t'as quand même fait des choix. Oui, mais je l'ai calculé, et j'oserais dire que nous sommes plus qu'un dans mon camp à calculer nos probabilités de réussir là, quand on joue à un jeu. Mais non, il faut jouer à l'instinct, monsieur. Ah, ok, bon. C'est ça. En fait, je pense qu'on n'est pas les mêmes profils de joueurs et joueuses, c'est tout. Oui. Mais ça pose une question, donc parce que je prétendais il y a quelques mois que l'histoire d'un jeu passe par ses mathématiques, est-ce que l'aventure, donc, aussi passe forcément par une forme de mathématiques dans le jeu de société, plutôt que, tu le dis, elle passe pas par le texte, elle passe pas par Non. Ça, je suis obligée de reconnaître, soit parce que ça marche pas vraiment, quoi. Et c'est drôle ce que tu... Et là, c'est encore une différence mathématique, mais dans Cthulhu Death Medai, ton personnage peut mourir, mais vous gagnez le scénario. Oui. Alors que dans Gloomhaven, là, je me souviens plus de la règle, si on a un personnage qui meurt... On a perdu. Et ça a l'air anodin comme différence. C'est un truc mathématique, on s'entend. C'est qu'il y a victoire-défaite. C'est quoi ta sanction selon qu'un élément meurt ou pas. Mais ça peut tout changer parce qu'effectivement, ça donne le droit à l'héroïsme, ça donne le droit au sacrifice. Ouais. Mais même, il y a des moments, t'as même
un plaisir à mourir parfois. Si t'as fait un bon coup, t'es content parce que là, tu te dis, grâce à moi, on a gagné. Ouais. Ton sacrifice n'est pas vain. Tu dis par quoi ça peut passer l'héroïsme? En fait, ça passe pas par clairement, le texte est pas suffisant. Je te dis, je pense que ça passe par l'impression que t'as quand même fait des choix et l'impression que tout ne t'est pas, que t'as pu t'approprier l'histoire. C'est vraiment, je pense que c'est ça, que t'as l'impression que c'est vraiment toi qui l'as vécu. Oui, j'ai une idée, tiens, qu'on te laisse peut-être un peu errer, qu'on te laisse te promener, parce que c'est ce qu'on peut reprocher à Andorre, on le disait un peu plus tôt. Ouais. Andorre, la première fois que tu fais un scénario, c'est à peu près impossible de le réussir, sauf peut-être le premier, parce qu'il faut que chacun de tes déplacements soit optimal. Ouais, exactement, ouais. Et c'est exactement ça. Et donc, c'est pas une aventure parce que tu ne peux pas découvrir. Non. Il faut que tu saches ce que tu fais. En fait, je pense qu'il faut que c'est des jeux qui doivent te permettre de faire des erreurs. Mm-hmm. Tu vois? L'erreur, elle est pas forcément, sauf que Gloomhaven, l'erreur, tu la payes, enfin, les erreurs, tu les payes quand même assez cash. Tout le Death Medaille, tu peux faire des erreurs, de toute façon. En plus, comme t'as le hasard du dé, à un moment ou à un autre, t'en feras. Et je pense que ça passe aussi, la difficulté, c'est qu'on l'a déjà dit, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour les personnages qu'on incarne dans ces jeux-là, parce que le jeu de société, on a du mal à avoir de l'empathie, enfin, c'est pas toujours évident, donc ton personnage, il est quand même assez, t'as pas l'incarnation, c'est ce qu'elle expliquait à Mabel Hollande, autant le personnage numérique, t'as une forme de lien qui se fait entre ton avatar numérique et toi. Je le vois bouger devant moi. Voilà. Dans le jeu de société, il y a une étape de plus, en fait. Il faut qu'il y ait une projection d'esprit. Donc, comme t'as pas ça qui est naturel, l'empathie pour ton personnage, que t'as pas la liberté l'impression d'avoir vraiment de la gentilité dans ce que tu fais, mais qu'en fait, tu suis un truc qui est assez téléguidé et tu vois les ficelles, et qu'en plus, la narration, t'as l'impression qu'on te l'impose et toi, tu peux pas trop la créer. De fait, c'est dur d'avoir le sentiment d'être héroïque. T'as l'impression que tout ce qui t'arrive, in fine, c'est prévu. Mm-hmm. Et je te parle même pas des jeux où, en plus, comme Gloomhaven, machin, en fait, de toute façon, c'est pas ça qu'on te propose. Ce qu'on te propose, c'est de faire de l'optimisation, de jouer le mieux possible. Dans un jeu d'aventure, c'est pas ce que tu recherches. Tu veux pas jouer le mieux possible. Tu veux avoir le sentiment de l'aventure, et y compris en faisant des échecs, qu'en ayant des échecs. Non, mais c'est un bel élément de définition. Je trouve le droit à l'erreur, le droit à l'errance, en fait, même plus que l'erreur, le droit à l'errance. Ouais, tout à fait. Et d'arriver au bout quand même, de pas être sanctionné par la perte parce que j'ai erré. Et ça pourrait être, on pourrait définir en partie. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'exploration, elle fait partie de ça. Si tu dois faire l'exploration dans un certain ordre toujours pour y arriver, c'est peu trop intéressant. C'est pas très intéressant, on va dire. C'est plus de l'aventure, c'est autre chose. C'est un jeu d'optimisation. Ouais. Voilà, on en revient à l'optimisation, quoi. Mais on dit presque des choses intelligentes. N'exagérons pas. Mais voilà, tout ça pour dire que peut-être que je pense que je l'ai déjà dit, hein, le jeu que je cherche, il n'existera jamais, peut-être. Donc je continue d'acheter plein de jeux comme ça pour râler après et me plaindre. De combler le vide de ton existence par la consommation de biens, c'est parfait. Ouais. Voilà, exactement. C'est le mot de la fin. Voilà. Et après, comme ça, je peux râler et me plaindre et t'engueuler quand c'est toi qui vas conseiller le jeu. Je ferai plus attention la prochaine fois. Ouais. Attention, je joue à Food Chain Mania dans 10 jours. Oh, chanceuse. Donc, si je n'aime pas, tu sais qui sera responsable. Attention, les erreurs. C'est un jeu d'une très grande violence. Je te préviens. Mais vraiment. Et tu vas détester ta voisine. Vous êtes combien à jouer? 4. 4, c'est bien. C'est une très belle configuration. Tu vas détester tes voisins. Ah ça te va, je les détestais déjà. Mais ouais, j'ai hâte de t'entendre parce que c'est effectivement un jeu qui peut être d'une très grande violence. Pas parce qu'on te tue, ton personnage, mais parce qu'on te vole un truc que tu pensais qui t'appartenait. Ah là là. Bon, je crois qu'on a été hyper long. Donc voilà, on va s'arrêter là. Quelle émission, je suis épuisée moi. On espère que ça vous a plu, que c'était presque aussi bon que ce qu'on avait annoncé. Qu'on s'était pas trop monté le bourrichon sur notre capacité. Et merci monsieur Lemaitre, donc j'apprends que je peux vous remplacer en 2026. Je suis remplaçable. Merci beaucoup madame Polgara pour ce micro et cet auditoire. Oh, madame Polgara, quelle horreur. Quelle horreur, madame Polgara. Mon Dieu. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'émission et puis à bientôt pour un nouveau Pelleté des nuages avec Christian Lemay, évidemment. Personne d'autre, voyons. Forcément. Salut. Ciao tout le monde. Cette émission, enregistrée à distance le 28 août 2025, est produite par Polgara et Hammer.
Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission. Bien sûr, mon Dieu. Comme ça, on va draguer tous les 5, non? Mets-toi bien ici, viens ici. Regarde-le. Mets la jambette, là. Comme ça. Regarde-le. C'est Paris-Strasbourg à la marche. Ça, c'est marché. Tu vois? Regarde-le. Viens toi aussi, viens. Bon, j'essaie. Hier soir, il Mais ne bien marchait sûr. pas comme ça. Mais hier oui, soir. je marchais toujours comme ça Hier pour les soir, tu filles. marchais comme Tu ça. sais pas le mouvement que tu fais. Simon. Non, pas comme ça, Simon, Simon. tu- Non, pas comme ça, Simon. Comme ça, mets la jambe comme ça. Plus souple, plus Voilà. souple. Ah, Simon, c'est pas croyable, écoute. Arrête. Oh, Viens, là, toi, c'est viens, pas viens. vrai. Tu sais que t'es beau comme ça. C'est formidable, ça, c'est la façon pour Alors, draguer les filles. Allez, Charlot. Charlot, regarde Charlot. Regarde Allez. Charlot. Regarde Il fait du Charlot. vélo, l'autre. Il fait du vélo. Ça, c'est le style, ça, c'est la Mais classe. non, mais comme c'est ça. pas comme ça. Mais c'est- oui, c'est comme ça. Mais c'est moi qui lui ai Ça. appris, je vais vous montrer. Là, Allez, il est- va. Regardez, C'est un regardez. truc italien, ça. Oui, oui. C'est un truc italien. Mais pas comme Fais ça. voir, vas-y, Fais fais voir alors, comment. comme ça. Mou. Non. Écoute, Simon, regarde. Regarde Simon, il est... Non, pas- C'est pas... Simon, regarde. Regarde, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, là. Tu vas comme ça.